ça fait un an que je suis à mon compte. Avant, j'ai 13-14 ans d'expérience dans la com internationale et les relations presse. J'ai travaillé pour des entreprises comme l'Union internationale des chemins de fer, qui est une organisation internationale, en agence de presse, la filiale française de la Deutsche Bahn, donc les chemins de fer allemands. Et j'ai fait 5 ans chez Capitaine Train, qui est devenu ensuite Trainline, qui est une start-up qui fait de la vente de billets de train en ligne, qui était donc une toute petite start-up quand je suis arrivée, qui rentre en bourse à Londres pour 2 milliards en juin 2019. Donc voilà. Et après ça, je me suis dit, bon, ça va, j'ai vu pas mal de choses, je vais mettre à mon compte. Et du coup, j'accompagne les chargés de com et relations presse pour les faire monter en compétences. Je fais quelques missions RP aussi. Un, j'aime ça. Et deux, c'est important de garder les mains dans le cambouis. Et sinon, vraiment, je les accompagne, voilà, une espèce de coach ou de mentor au sein des entreprises, ou de dire comme à temps partagé selon les besoins pour faire monter les personnes en compétences. Et donc aujourd'hui, du coup, ceux qui sont là aujourd'hui, vous avez assisté au premier atelier sur la com ou pas? Celui que j'avais fait sur la communication? Non? D'accord. Je Oui, vois que oui, oui. quelques visages, donc OK. Aujourd'hui, on fait sur les relations presse. Alors, c'est souvent un peu, pour certains en tout cas, un grand mystère sur ce que sont les relations presse. Et ça va pas vouloir défiler comme d'hab, ça va être, c'est pas grave, on va le faire là. Je vois pas. Du coup, juste pour recadrer un peu les relations presse dans le métier de la communication, ça s'intègre vraiment, enfin, finalement, dans la com, il y a toute une matrice avec différents métiers. Il va y être du marketing, où c'est plus des transactions commerciales, là où on va essayer de vendre un produit, mais finalement en payant, en achetant des espaces. Il va y avoir du community management, qui est plus donc de la gestion de réseaux sociaux, de l'événementiel, de l'organisation d'événements et comment placer son service, son produit, son entreprise au sein d'événements pour soit le mieux le vendre, soit se positionner comme expert. La pub qui rejoint le marketing, les affaires publiques, donc qui va être un peu tout ce qui est lobby, donc dans la communication corporate, selon les secteurs, s'il y a un vrai challenge de changement de législation, etc. Et les relations presse. Donc tout ça, ça s'imbrique, hein, ça fait une véritable matrice qui va s'imbriquer pour créer une logique et une force de communication. Je reviens rapidement sur les médias en France. Vous avez les grands quotidiens nationaux, les Échos, Figaro, Le Monde, L'Opinion, la presse régionale, qui n'est pas à négliger, loin de là. Et je pense que c'est vraiment important de garder ça en tête. Encore une fois, après, il faut adapter ce que je dis à vos services et à votre entreprise, mais ça va être important de savoir s'ancrer dans le paysage local pour pouvoir personnaliser ou localiser les informations et attiser l'attention des journalistes régionaux. Tout ce qui est presse, TV, radio, qui est certes difficile à avoir, mais c'est faisable. Ça dépend encore une fois de l'angle selon lequel pitcher. Les médias spécialisés, là j'ai mis l'équipe, hein, mais vous faites du travel, du voyage ou en B2B, ça peut être voyage d'affaires. Vous faites l'automobile, ça peut être la presse auto très spécialisée. Et selon votre cible, encore une fois, ça va être important de viser ce type de médias-là. C'est peut-être moins sexy d'être dans voyage d'affaires que sur TF1, mais si c'est plus pertinent, allons-y. Donc la presse pro, des blogs on est à la limite des influenceurs et du journalisme, mais il faut pas les négliger non plus, et les réseaux sociaux. Ah oui, pardon, ça sort après. Alors, à quoi ça sert finalement les relations presse? Tout simplement à gagner en visibilité, en notoriété, et vraiment à maximiser son impact. C'est-à-dire que vous allez en effet sûrement acheter pas mal peut-être de faire beaucoup de SEO, beaucoup de PPC, achat de mots-clés, etc. Mais vous voulez aussi augmenter votre visibilité un peu plus naturelle, et surtout vous positionner un peu comme une référence, installer votre marque dans le paysage médiatique et renforcer votre crédibilité. Vous allez, quand on sait qu'il y a 72% des individus, des personnes, elles font confiance aux journalistes et aux influenceurs plus qu'à la pub maintenant, sachant que les influenceurs, on est un peu à la limite quand même de la publicité aujourd'hui. Mais c'est quand même assez énorme de se dire: «Ah ouais, je l'ai lu dans la presse, donc c'est que voilà, c'est que c'est sérieux». Donc ce côté un peu rassurant des relations presse, c'est vraiment à prendre en compte. Ça permet d'installer ce côté rassurant de la marque et de se faire connaître. Et c'est vrai que 60% des personnes disent avoir acheté un produit
après en avoir entendu parler par un journaliste. Donc c'est quand même un chiffre un peu fort et et du coup vraiment les RP, ça va servir à la fois en effet à se faire connaître, mais aussi, bah, quand vous avez une grande annonce, hein, une levée ou un nouveau produit, une nouvelle fonctionnalité, un nouveau partenariat, ça va vous permettre aussi de communiquer de manière un peu moins chère que finalement du marketing ou de la pub, puisque vous n'allez pas acheter de l'espace. Donc certes, soit vous l'internalisez, soit vous allez travailler avec une agence, un freelance, peu importe, mais c'est quand même, je pense, un budget un peu plus étalé et moins élevé que du marketing. Ça va vous permettre de gagner de nouveaux clients, tout simplement. Je parlais tout à l'heure des GR, comment on dit, des affaires publiques. Les a Si vous avez ce qu'on avait fait avec Capitaine Train, par exemple, à l'époque, si vous avez un vrai sujet d'affaires publiques qui ne bouge pas, vous pouvez aussi utiliser la presse comme levier. Je sais Capitaine Train, à l'époque, la loi disait que Voyage SNCF n'avait plus le droit d'être les seuls à vendre des billets de train. Ça, c'est la loi. SNCF n'a pas forcément ouvert sa base de données. C'est en utilisant la presse comme levier finalement, et en s'appuyant sur cette histoire de David contre Goliath, que les lignes ont fini par bouger et l'image de l'entreprise, comme on voit, est justement très forte finalement, puisque ça avait un impact négatif pour la SNCF ça nous a permis vraiment d'avancer. Les RP peuvent vous permettre aussi d'attirer de nouveaux talents. Hein, ça peut être un angle vraiment d'approche assez intéressant. Ou alors moi j'ai un client en ce moment qui a une stratégie RP ou un angle RP très différent. Donc on peut s'appuyer là-dessus aussi pour attirer de nouveaux talents. Et ok. Et pardon, comme je disais au début, je suis désolée, on a des travaux qui commencent aujourd'hui en même temps, donc gros calendar clash, mais ça va aller. Et ça peut aussi vous permettre de gérer certaines crises. Et là, pour moi, ça, c'est vraiment important. C'est-à-dire qu'il ne faut pas forcément commencer à faire de la presse une fois que vous avez un souci, une fois que vous êtes en crise, parce qu'à ce moment-là, on va vous connaître finalement uniquement pour ce problème-là. Alors que si vous avez déjà bien bâti votre base saine, on vous connaît pour être la référence de tel et tel secteur, et qu'il y a un souci, vous avez un problème dans un défaut de service, une personne je sais pas, qui a eu un mot de travers votre community manager qui s'est mal exprimé, peu importe, hein, ça peut vite se finir en communication de crise. Au moins, vous aurez assaini les bases avant et vous serez connu pour autre chose que cette crise-là. Donc voilà, donc pour moi, les RP, c'est vraiment important pour toutes ces raisons-là. Ça sert à tout ça. Et pardon. Et en fait, ce qui est vraiment important, ce qu'il faut garder toujours à l'esprit, c'est pour dire quoi? Quelle est mon histoire? Et ça va revenir tout le temps. Quels sont mes messages? À qui je m'adresse? Mais ça, vous l'avez dans votre strat aussi, finalement, sur mon marketing, votre strat business. Mais c'est pareil en presse. À qui je m'adresse? Qu'est-ce que je raconte? Quelle est mon histoire? Vous me dites si c'est pas clair et si vous voulez que je m'arrête ou si vous avez des questions. Super galère si ça veut pas bouger. Comment fonctionne? Ça s'improvise pas forcément les relations presse. C'est un véritable savoir-faire. Il y a différentes techniques qu'on va voir par la suite. On a besoin d'un bon carnet d'adresses et ça, c'est vraiment important. C'est un fichier soit qu'on achète, on a accès à une base de données, nous, professionnels, où vous pouvez acheter, qui coûte, assez cher, qui nous permet d'avoir la liste de tous les journalistes, de tous les secteurs qui puissent exister. Soit, en effet, enfin, je pense que c'est un petit peu les deux, c'est des relations et un carnet d'adresses qu'on bâtit au fil du temps. Ça fait 13-14 ans que je travaille dans les RP, beaucoup dans le travel, le tourisme, la tech. Finalement, les journalistes, il y en a beaucoup ça bouge hein, de rédaction en rédaction, mais on retrouve souvent les mêmes et c'est un réseau. Et ce réseau-là, ce relationnel-là, on va le revoir aussi tout à l'heure, il est vraiment important. C'est ça aussi qui va aider à faire passer certaines news. À une époque, on pouvait prendre encore un café, là, au mois de septembre. Il y a une journaliste de Madines qui était à Grenoble en déplacement. Je suis à Lyon. J'ai un autre client à Grenoble, j'en profite. On est allé prendre un café, j'avais pas forcément quelque chose à lui dire de spécial à cette journaliste de Madines, mais juste pour le relationnel, surtout en ces temps où c'est très compliqué de garder ce lien-là avec la presse.
ça vaut le coup d'aller prendre un café, dire ce qu'on fait, les entreprises, et cetera. Voilà, c'est vraiment, vraiment, vraiment essentiel. Et d'avoir ces relations privilégiées avec les journalistes. Je me souviens à l'époque de Trendline aussi, on avait, pourquoi ça parle? On avait organisé au musée du vin à Paris juste un apéro, tout simplement pour networker avec nos cœurs de journalistes qu'on connaissait bien, sans news particulière, mais encore une fois, pour créer ce lien-là. C'est vraiment important. D'où souvent la nécessité d'avoir une personne dédiée, c'est très, très chronophage, ou une agence, un freelance, quelqu'un qui aide et qui crée ce lien-là. C'est important, du coup, aussi de bien connaître, ce relationnel-là vous permet de bien connaître les besoins des journalistes, leurs attentes, à quel moment, et savoir communiquer au bon moment. Encore une fois, j'ai le souvenir, on avait voulu faire une table ronde chez Trendline sur un sujet sur le ferroviaire, sur le travel. Et on a eu plein d'inscrits, et puis tout d'un coup, on a eu plein de désinscriptions de journalistes. Et en fait, en creusant, on s'est aperçu que la SNCF faisait une conf de presse sur le même sujet, même heure, même jour. Bon, on s'est fait, voilà, on a annulé, hein, on a décalé la table ronde, mais c'est vrai que c'était voilà, pas forcément le bon timing. On aurait dû un peu mieux creuser le côté, voilà, c'était une erreur, on apprend de ses erreurs, mais on aurait dû un peu mieux creuser l'environnement et savoir ce qui allait se passer autour de nous. Le timing, il est aussi, c'est possible de le connaître en fonction des calendriers rédactionnels. Donc ça, pareil, sur la base de données dont je parlais tout à l'heure, des journalistes, on a accès au calendrier des rédactions. Pas tout, hein, c'est pas exhaustif, mais si je travaille dans le secteur de l'éducation et que je veux savoir quels sujets vont sortir sur Parcoursup ou quel média va traiter de Parcoursup dans les jours à venir, dans les mois à venir, je peux en effet tirer ce fichier-là. Ce qui va m'aider, puisque moi ensuite, je vais aller appeler le journaliste en lui disant hey, j'ai vu que tu parlais de Parcoursup dans 3 mois. Ben, moi, je fais ça, ça, ça. Est-ce que ça t'intéresse et c'est comme ça qu'on va répondre à un besoin de journaliste. Le journaliste, il a besoin qu'on lui apporte des informations. Et donc, on arrive à la question suivante. Je suis désolée, je ne sais pas pourquoi ça ne veut pas défiler, mais bon, bref. Vous le voyez défiler, vous? Oui. Delphine? Oui, ça marche. J'ai une question. Ça marche? Ouais. Oui. Vas-y, je t'écoute. Tu dis qu'on peut avoir accès au calendrier de publication et on fait comment? C'est dans la base de données, en fait. Donc, moi, il y a l'Argus de la presse. Moi, j'utilise hors antenne. Donc, c'est cette fameuse base de données. Tu payes assez cher. Je payais à l'époque 7 500 par an pour avoir accès à la base de données. Et du coup, moi, par exemple, j'externalise mes RP, donc je travaille avec une agence. Ils sont censés avoir un calendrier. Ah bah oui, normalement, si l'agence n'a pas de calendrier, n'a pas de base hors antenne ou quoi que ce soit, il y a un souci. Ok. Donc normalement, l'agence a ça, l'agence a son réseau et enfin, c'est compliqué sinon parce que dans ta database, enfin, tu as quand même accès à tous les mails, les téléphones et tout. Donc, tu vois, moi, j'ai mon réseau de journalistes, mais si je travaille pour un client, qu'est-ce que j'ai dans la santé, j'ai pas de réseau de journalistes santé. Donc, si je veux aller travailler ces journalistes-là, faut déjà que j'aille me faire mon propre fichier, lien parfait, avec sur le fait de créer son fichier presse. Donc, j'imagine que l'agence a quand même cette database. Et c'est inclus dans les frais que tu dois lui payer, je pense. Et le fichier presse, c'est vraiment un outil important dans le sens où alors, on revient à la question de qu'est-ce que tu veux dire et à qui et pourquoi. Et donc, je prends un client dans la mobilité. Je vais prendre un exemple concret un client sur les vélos électriques. Et en fait, mon client dans les vélos électriques, il va avoir un sujet mobilité, finalement un sujet environnement, développement durable, un sujet santé, parce qu'il a participé à une étude santé vélo électrique. Donc déjà, rien que sur un client, un service unique, je peux avoir différents angles d'histoire. Et donc, à partir de ça, je vais définir quel journaliste va traiter de la mobilité urbaine, de l'aménagement urbain, quel client va traiter de la santé, de l'environnement. Et donc là, je vais affiner mes listes de presse pour pouvoir envoyer la bonne information
aux bons journalistes. C'est vraiment important. Si je balance la même news à tous les journalistes, ça va jamais. Enfin, c'est comme si vous, on vous écrivait un mail ou qui finalement vous sentez que vous n'êtes pas vraiment concerné. C'est la même chose. Vous allez le jeter, vous n'allez même pas le lire. Donc ça, c'est vraiment un travail important, travailler son fichier presse. De détecter les sujets importants d'échange quand vous allez échanger avec les journalistes que vous connaissez aussi, ou quand vous allez faire des relances, ou l'agence fait les relances, de détecter un peu les sujets du moment, ce qui est en cours. Donc là, par exemple, sur la santé, on sent que les journalistes ne prennent pas grand-chose. Enfin, vous me dites s'il y a un de vous qui travaille dans la santé, si vous avez le contraire, ça m'intéresserait. Mais franchement, là, pour pitcher autre chose que le Covid, c'est super compliqué. Même à l'époque où il y a une période où on voulait parler des rappels du travail de la recherche sur le sida, etc. Même ça passait pas. Donc, c'est important vraiment de sentir ce qui se passe sur le marché aussi. Et donc, les fameux calendriers rédactionnels pour faire parler de soi au bon moment. Ça, c'est important. Bon, moi, c'est pas idée là, mais bon. Quel sujet proposer? Donc, il y a des sujets qui sont... donc, voilà, comme je disais, c'est vraiment important que les sujets que vous allez proposer soient liés au centre d'intérêt des journalistes et pas aller proposer un sujet pêche à un journaliste qui traite de la chasse. On pourrait se dire que c'est pareil, mais finalement, ça l'est pas tant que ça. Donc, c'est vraiment important de bien connaître ces journalistes-là. Et ensuite, vous avez vos actualités qui sont très importantes, et ça, je le retire pas du tout. Mais en fait, le journaliste, il a besoin de parler d'alimenter. Lui aussi, quand il va aller proposer quelque chose au rédac chef, à son rédacteur en chef, il a besoin de dire bah, j'apporte vraiment un truc nouveau. Et donc, c'est important aussi de positionner un peu comme expert ou référence dans votre secteur. Parlez de vous et uniquement de vous. Quelqu'un veut poser une question? Non? Pardon, j'ai cru. Parlez-vous uniquement de vous. Au bout d'un moment, on va vite tourner en rond. Le journaliste risque de se lasser. Alors que parler de la digitalisation des entreprises de manière plus large, ou comment les banques en ligne ont fait évoluer et permettent aux PME d'avancer plus vite, etc., peut être un autre point de vue. Vous apportez un autre angle différent aux journalistes qui se dit ah ouais, finalement, pour moi, pour mon journal, pour mon interview, mon plateau télé, ça peut être intéressant d'avoir cet angle-là. Je ne sais pas si vous connaissez La France Bouge là sur Europe 1, l'émission qui donne la parole aux startups. L'autre jour, je parlais avec la programmatrice, celle qui cale les invités. Elle me disait, ah ben, bon, là, j'arrivais trop tard sur un plateau jeune, mais elle me disait, on va faire plein de plateaux avec des invités qui proposent des solutions pour aider les jeunes. Et donc, ils ont besoin d'experts, de référents, justement, sur ces sujets-là. Enfin, donc, comment moi, après, je vais lui proposer des startups qui me permettent d'alimenter, qui lui servent finalement, qui lui sont utiles, encore une fois, pour monter son plateau. Donc ça, c'est vraiment important. Donc, ça va passer par notamment des tribunes, par exemple, ou beaucoup de travail de pédagogie sur, à l'époque de Capitaine Train, on a fait énormément de pédagogie sur le système de vente de billets de train en ligne. SNCF, c'est pas Voyage SNCF, c'était Voyage SNCF à l'époque avant de passer au SNCF. Donc c'est vraiment important d'essayer d'avoir des angles d'approche différents par rapport aux journalistes. Est-ce que c'est clair pour le moment? Ouais, vous me dites si vous avez des questions. Hein. Non, c'est bon, c'est clair. Delphine, moi j'ai une question. Oui. Donc je m'appelle Sidney et c'est vrai que l'entreprise que je dirige, Bioxégie, est quand même pas mal présente dans les médias, sauf justement dans cette émission La France qui bouge. J'externalise mes relations presse, hein. Ouais. Il se trouve que mon RP est très bon, mais il a du mal avec ce contact justement avec Europe 1. Ah ouais? J'ai l'impression que France qui bouge, ou La France bouge, je ne sais plus comment il s'appelle, mais ils prennent beaucoup, tu vois, un peu les startups qui font des plateformes, du digital, beaucoup d'écologie, enfin, un peu des startups, tu vois, assez classiques finalement. Mmh. Nous, on a du mal à les intéresser dans la mesure où on a
où on est un bureau d'ingénierie et d'études en biomimétisme et on ne sait pas forcément quel angle prendre pour la conseiller et pour la convaincre, si tu veux, de chercher une interview. Et est-ce que, si tu la connais, j'ai l'impression que tu as l'air de la connaître, est-ce que tu aurais des conseils pour la façon dont on pourrait l'intéresser et la convaincre? Alors, avant de répondre, j'ai besoin de comprendre exactement ce que vous faites, à quoi ça sert. Je suis désolée, je ne suis pas une experte dans ton secteur. Donc, quelle nouveauté ou qu'est-ce que vous apportez ou quelle valeur ajoutée vous apportez? En gros, Bioxégie est spécialiste du biomimétisme en France. Donc, on est premier à faire ça. Ça consiste en quoi? On travaille avec les départements R&D des entreprises françaises. Ça peut Mmh. être Airbus, ça peut être EDF, etc. Et on crée des technologies inspirées de la nature. Donc, quand ils ont une problématique, tu vois, avec la EDF, par exemple, ça pourrait être comment améliorer la cybersécurité du réseau électrique français en s'inspirant de la manière dont le système immunitaire d'un être humain fonctionne. Et pour Airbus, ça pourrait être comment est-ce que j'allège le poids de mon train d'atterrissage en s'inspirant de l'ossature d'un oiseau qui est faite de manière à ce que ce soit léger et en même temps résistant. Tu vois, c'est un peu ce genre de choses. Ouais. Et donc, ouais, c'est complexe à… Enfin, on y est arrivé plein de fois, hein. Il y a plein de journaux qui parlent de nous, mais d'une manière ou d'une autre, on n'a toujours pas réussi à percer pour Europe 1. Et on sait qu'ils ont une grosse, grosse audience. Et voilà, je n'arrive pas et je comprends pas. Et mon RP, je sens qu'il est en difficulté aussi par rapport à ça, l'angle qu'on doit prendre pour s'imposer chez Europe 1. C'est compliqué parce qu'en effet, votre solution, elle vient aider ou apporter des solutions aux grands groupes et pas à la société. Or, c'est vrai que la France Bouge, je pense que, comme tu dis, à mon avis, ils ont besoin de beaucoup d'entreprises qui apportent quelque chose de nouveau pour notre quotidien, finalement. C'est pas du Euh, B2C, effectivement. Ce qu'on fait, c'est du B2B. donc, est-ce que finalement, c'est la bonne émission, tu vois, même si… Et est-ce que finalement, c'est la bonne émission même pour vos cibles? Parce que du coup, vos cibles seront les entreprises. Donc, est-ce que c'est Oui. pertinent? Je m'interroge, hein, mais est-ce que c'est vraiment l'émission la plus pertinente? Est-ce que c'est pas Anissa, comment il s'appelle? Anicette machin, là, le matin sur Europe 1 aussi, qui lui parle d'innovation, mais plus R&D. Ouais, ok. Je cherche Anicet, je cherche son nom de famille. Parce qu'en plus, tu vois, la France bouge. Je dis pas qu'il faut pas le faire, hein. Je réfléchis en même temps et je découvre ton produit, mais la France bouge, finalement, c'est écouter à une heure de grande écoute, très consumer, dans le sens où ça va peut-être être tes parents ou tes voisins qui travaillent moins, mais en tout cas des gens qui ne travaillent pas entre midi et 14 heures. Donc très consommateur finalement de tous les jours, alors que toi, ta cible, elle va être très industrielle, je pense. Donc est-ce que Alors les oui, mais industriels… tu vois, l'idée, c'est que on pourrait très bien ne pas être dans une logique où on cherche à vendre à des consommateurs. Parce que ce qu'on fait souvent, et c'est souvent l'angle qui est pris aussi dans les grands quotidiens, c'est plus une logique comment réindustrialiser la France avec le biomimétisme ou le biomimétisme, cette nouvelle approche d'innovation inspirée de la nature. Tu vois, c'est des trucs un peu plus cible large. Mais après, tu as peut-être raison, peut-être qu'ils veulent vraiment que du B2C, mais on sait aussi se placer dans les logiques, en gros, d'évangélisateur, quoi. Mais est-ce que ton RP a appelé Charlotte Barrican? Enfin, c'est la fille qui gère toute la programmation. Il a appelé pour lui en parler Ouais, et pour comprendre ouais, la demande? je pense, il l'a fait, ouais, il m'avait dit. Et le problème, c'est qu'on a vraiment, on sait pas, c'est moi aussi qui dois lui proposer un angle, tu vois, parce que lui-même, enfin, essaye Ouais. de comprendre progressivement notre métier, mais justement, je sais pas trop quel angle proposer, quoi, pour cette émission. Mais après, effectivement, tu as raison, peut-être qu'il y en a une autre sur Europe 1 qui pourrait être plus pertinente. À voir en fonction de l'audimat, hein, ou en tout cas de l'audience plutôt, si c'est plus pertinent. Ensuite, est-ce que tu peux pas pousser le raisonnement donc en prenant, si je prends Airbus, donc si tu te bases sur la légèreté des ailes des oiseaux, attends, je vais te pitcher ton truc très mal, mais pour améliorer la performance des avions Airbus, en gros, Mhm. en quoi ça sert au consommateur final? En quoi ça va apporter une valeur ajoutée, en quoi finalement le fait de travailler sur le biomimétisme va apporter un meilleur service
à moi, Delphine, qui peut voyager en avion. Ouais, OK. Est-ce que là, tu es allé un step, un pas un peu plus loin? Ouais, tu verrais une boucle comme ça, ouais. OK. Ça pourrait être Pour cette effectivement, émission-là, je pense qu'il faut essayer de le rapprocher du consommateur. OK, merci. Ah, je veux pas abuser du temps, hein, mais merci déjà pour ta réponse. Non, et c'est peut-être complètement idiot, reboucle avec ton RP et on peut en reparler en offline après si tu veux, mais Mmh. je pense qu'il faut le rapprocher du consommateur pour OK, cette émission, ouais. d'accord. Merci En beaucoup pour ta en réponse. revanche, qui creuse du côté d'Anissé machin là, il faut que je retrouve son nom, mais le matin, ça peut être peut-être plus pertinent. OK, merci. Voilà. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont des questions? Non? OK. Du coup, je vais continuer sur le type de contenu à proposer. Heu des communiqués assez, enfin des communications classiques, type, communiqué de presse. Juste un chiffre, les journalistes, ils reçoivent à peu près, 200 communiqués par jour. Enfin, vous imaginez un peu, donc ça, c'est que des communiqués de presse. Donc d'où l'importance vraiment de bien les tourner, qu'ils soient courts. Le nombre de communiqués que j'ai vus qui fait des 2-3 pages, c'est vous non plus, vous allez pas les lire de toute façon. Si vous recevez un truc comme ça, il faut être vraiment efficace. Un communiqué de presse, je vais refaire un point tout de suite, juste après sur comment on le structure, mais c'est vraiment un titre, un sujet. Mettez pas 3 sujets. L'autre jour, je parlais avec une start-up qui voulait mettre 3 sujets différents dans un seul et même communiqué de presse. J'insiste encore une fois sur ce que vous voulez dire, et à qui vous voulez dire et quelle histoire vous voulez raconter. Si vous racontez 3 histoires en même temps à la même personne, elle perd le fil rouge. Donc gardez ça à l'esprit. Il vaut mieux faire 3 communications différentes, espacées à des moments pertinents, plutôt que d'essayer de tout fourrer dans un en essayant qu'un des 3 sujets soit pris. C'est vraiment important d'avoir une information bien structurée. Et, et pour moi, il faut faire la différence aussi entre un communiqué de presse et juste une alerte presse. Un communiqué de presse, il va être dans un fichier bien présenté, c'est vraiment un doc à part. Une alerte presse, ça peut être juste un mail avec 3 lignes qui dit bah, il y a eu une annonce sur telle réglementation, or il se trouve que nous on fait ça, voilà, juste pour update un peu, voilà notre positionnement là-dessus. Ça peut être un reactive statement, désolé pour l'anglicisme, mais sur un sujet pour vous rappeler au bon souvenir des journalistes qui pourraient vous connaître déjà. C'est pas une news qui mérite un vrai communiqué de presse, mais ça permet que le journaliste continue de suivre. L'autre jour, je reprends l'exemple de la boîte dans les vélos électriques. Il y a un nouveau membre au board non électrique. Donc c'est une news importante, mais de là en faire un communiqué de presse, bon, c'est pas non plus the big news. J'ai juste envoyé un mail structuré certes en disant voilà l'entreprise X, il y a monsieur machin qui rejoint pour ça, ça, ça. Généralement, les journalistes me disent oui, j'en prends bonne note, merci. On peut l'intégrer plus tard. Ça permet de garder ce lien avec les journalistes, mais ça ne nécessite pas forcément un communiqué de presse. Donc je pense que c'est important de ne pas assommer les journalistes avec trop de communiqués de presse et savoir doser aussi quel type de communication faire à quel moment. Pareil, hein, ce week-end, donc par rapport au couvre-feu, donc j'ai un client dans les auto-écoles en ligne. Il me disait bon voilà, les auto-écoles, on a le droit de faire passer des cours de conduite après 18h. Voilà notre statement. On en fait un CP. C'est pas la peine, ça mérite pas. Votre activité continue, vous n'avez pas de données supplémentaires ou nouvelles à faire, donc c'est pas forcément la peine. Donc, je garde l'info sous le coude, mais voilà, on va pas spammer les journalistes non plus avec trop d'infos. Ensuite, les tribunes. Donc, je parlais tout à l'heure du fait de se positionner un peu comme un référent dans le secteur, ou en tout cas, voilà, s'y prendre un peu de distance aussi et par rapport à votre activité. C'est une façon de communiquer sur ça sans le faire directement. Donc là, vous n'allez pas annoncer une nouvelle, un nouveau service, une nouvelle fonctionnalité, mais vous avez envie de proposer un point de vue, soit de secouer le secteur, soit de proposer un point de vue et d'apporter une valeur ajoutée. Donc vous allez rédiger
cette tribune et aller la proposer. Bon, normalement, votre agence peut aussi, avant, une fois que vous aurez briefé votre agence, elle est censée vous proposer quel type de média vous allez pitcher après ou à qui vous allez la proposer. Mais une fois qu'elle est rédigée, vous la proposez aux médias qui vous semblent le plus pertinents pour la cible adressée dans la tribune. Ensuite, il y a les one-on-one. Alors ça, pour moi, c'est différent des interviews. Il y a des interviews qui vont découler d'une annonce, mais les one-on-one, pour moi, informels, ils sont vraiment importants pour créer ce lien-là avec les journalistes, surtout selon le secteur dans lequel vous évoluez, pour créer ce lien et pour travailler la pédagogie. Je reprends l'exemple de Capitaine Train, du fait qu'il y a beaucoup de confusion entre le fait que ce ne soit pas la SNCF qui vende les billets de train, mais Voyage SNCF. Finalement, beaucoup de journalistes, même dans le travel ou dans le ferroviaire, avaient cette confusion-là. Le nombre de rendez-vous qu'à l'époque Jean-Daniel Guillot, donc le cofondateur de Capitaine Train, a pu faire pour expliquer le système, comment ça fonctionne. Bien sûr qu'il parle de Capitaine Train après pour expliquer pourquoi ça apporte une vraie valeur ajoutée et un point différenciant, mais c'était vraiment important d'investir du temps dans ces rendez-vous-là. Et je le fais encore aujourd'hui avec certaines entreprises où c'est un secteur un petit peu méconnu et les journalistes sont en demande de ça aussi. Certes, ils ont peu de temps, et certes, le contexte actuel aujourd'hui rend les choses un peu plus compliquées, mais ils sont en demande de cet aspect pédagogique. Et donc, moi, je trouve que le fil rouge de one-on-one informel est vraiment important. Il n'y a pas d'interview forcément derrière. En revanche, le jour où le journaliste a un sujet sur le secteur de la vente de billets de train en ligne ou de l'ouverture à la concurrence, il va dire ah ouais, mais je vais peut-être demander l'avis à un tel et un tel parce qu'il doit avoir un point de vue intéressant et il m'avait donné pas mal de news la dernière fois. Donc c'est une nouvelle brique qui se rajoute à votre stratégie de communication et RP. Des pitchs, ça va être, c'est un petit peu comme c'est un peu différentes alertes, mais ça va être finalement une news qui ne nécessite pas forcément de communiqué de presse, mais votre RP va téléphoner à certains journalistes clés en disant voilà, là j'ai un sujet intéressant, est-ce que tu prends pas, l'angle c'est ça. Dans le biomimétisme, je ne sais pas, moi ça peut être voilà, je vais me lancer dans un truc que je ne connais pas forcément, mais tu vas réagir à une actu. Je ne sais pas, moi, sur Airbus qui va lancer un nouveau service, tu ne vas pas forcément aller faire un communiqué de presse pour dire nous, on fait ça ou on permet ça. Tu vas appeler le journaliste ou ton RP va appeler le journaliste pour le sensibiliser à l'existence de ton service et voir si la news, il peut la prendre pour compléter son information sur Airbus. Donc ça serait par exemple à moi de faire une veille sur les nouvelles un petit peu qu'il y a et puis, tout de suite, dès que je pense à un truc, décrocher mon téléphone, appeler mon RP? C'est à ton RP de faire la veille quand même. Non, sur le secteur, moi je fais de la veille sur le secteur généralement, ou j'imagine que tu en fais, mais oui, c'est important de faire de la veille sur le secteur et de la veille presse que ton RP doit faire pour Ouais. pouvoir faire de la réaction à l'actu complètement. Mais lui, il peut pas me soumettre toutes les infos qu'il y a, enfin, c'est complexe pour lui, j'imagine, de me dire: «Tiens, il y a telle nouvelle dans tel secteur, telle nouvelle dans tel autre secteur». Ça peut être vite, très chronophage pour lui, quoi. Sur le secteur, je pense que c'est plus à vous de le faire. En revanche, OK. s'il voit que Challenge parle de tel sujet qui vous concerne, l'article sera sorti, mais ça vaut le coup de contacter le journaliste si vous avez vraiment un truc nouveau à apporter, lui, et de sensibiliser ce journaliste-là à votre sujet. OK, merci. La veille, c'est vraiment important. Vous, en effet, vous faites votre veille de secteur et le RP, sa veille presse. Mais tu vois, c'est bien. Enfin, finalement, ça illustre aussi l'importance de la coopération entre, sauf si vous internalisez, mais entre le RP ou la RP et l'entreprise. Le RP, il fait pas de la magie. Enfin, je sais pas ce que t'en dis de ton RP, mais moi, je dis, enfin, sans news ou si le client, il me nourrit pas d'informations, il me donne pas d'infos secteur, je peux rien faire. Je peux pas faire grand-chose. Donc, c'est vraiment important qu'il y ait cette complémentarité-là entre l'entreprise et le RP. Mais même en interne, hein. En interne, moi, je passais mon temps à parler aux produits, aux services clients pour comprendre ce qui se passe et pour pouvoir ensuite le vulgariser et le sortir auprès des journalistes. Et Delphine, moi j'ai une petite question sur Trainline. Oui. Du coup, Trainline avait complètement internalisé le service RP, si j'ai bien compris. On avait une agence quand même.
En fait, ils me recrutaient, dès le début, ils avaient quelqu'un en interne au début qui faisait réseaux sociaux, comme un petit peu tout. Et après, ils m'ont recruté moi en 2015 pour les RP. Mais on a pris une agence en même temps parce que finalement, la masse de travail est quand même assez énorme et c'était chronophage. Et du coup, Et toi, on a même recruté une deuxième personne. d'accord. Donc toi, quand tu es arrivée, tu avais déjà ta base de données d'expertes RP, quoi. Moi, j'avais déjà ma base de données parce que j'étais dans le travel et le tourisme depuis longtemps. Donc, c'est pour ça entre autres, qui m'avait recruté. Ok. Mais j'avais quand même besoin d'une agence. Ok. Donc, j'étais seule et j'ai cherché une agence. Et tu vois, c'est con, hein, mais finalement, après, bon, ils savaient quand ils m'ont recruté, mais j'étais enceinte et donc je suis partie en congé mat. Et finalement, le fait d'avoir pitché, d'avoir une agence, ça te permet de continuer à rouler aussi et d'assurer tes services RP, même si la personne n'est plus là. C'est petit détail, mais ça peut vraiment te servir. Tu pars en vacances, tu briefes ton agence une semaine, au moins. L'agence, c'est un peu l'extension de ton équipe en communication quand même. C'est super important. Tu vois, là, avec un client, on est en train de chercher les agences en France, Italie, Espagne, dans plein de pays. Je leur dis, c'est vraiment l'extension de votre équipe. Donc, il faut avoir une confiance et un bon fit, au-delà des compétences RP, qui te permettent aussi que ça continue à rouler, même quand tu n'es pas là, même quand tu as une semaine de vacances. Donc voilà, et on avait en effet après, quand Trendline, on a décidé de faire à la fois du corpo et du consumer, on a recruté une deuxième personne dans mon équipe, plus une agence, plus deux agences même. Okay. Une agence corpo, une agence consumer. Ok, c'est intéressant. Moi, j'ai vachement de mal à trouver une agence avec qui ça se passe bien. Et là, on vient de se séparer de la dernière. Et c'est pareil, moi, je suis enceinte aussi, je vais bientôt partir et je ne sais pas trop comment on va faire. Pourquoi ça ne marche pas avec les agences? Quel est le problème? En fait, au début, on est passé avec une freelance, ça se passait assez bien. Et puis, on avait l'impression d'avoir fait un peu tout le tour. On est passé avec une agence et en fait, c'est plutôt le contact un peu humain. Ça ne s'est pas très bien passé. On sentait qu'il n'y avait pas trop cette confiance, justement, dont tu parles. Du coup, on est revenu avec notre petite freelance, qui est bien, mais je pense qu'il va falloir qu'on se prenne une senior pour aller plus loin et plus fort. Et parce que j'ai l'impression, je ne sais pas si les autres qui nous écoutent, ça vous a fait ça, mais moi j'ai l'impression que les personnes qui sont freelance, elles en veulent plus, elles sont un peu plus débrouillardes pour trouver des trucs. Et une agence, j'ai l'impression que les filles qui s'occupaient de nous, elles se reposaient toutes un peu les unes derrière les autres. Et voilà, ça n'a pas pris, quoi. Ça dépend un peu. Alors, c'est marrant. Du coup, moi, je découvre le côté. Je suis à mon compte en freelance, en RP, et je découvre un peu ce réseau-là. Et c'est vrai que je pense que tu as envie de plus te donner. Tu es à ton compte, tout bêtement. Donc, tu te donnes beaucoup plus. Et je pense que si tu t'es mis à ton compte, c'est quand même que tu as un réseau assez solide parce que c'est risqué sinon de se mettre à son compte. Donc, tu as envie de te donner. Après, je ne suis pas tout à fait sûre. Ça dépend comment tu as choisi ton agence et ça dépend quel budget tu représentes dans ton agence. Si tu prends une grosse agence mais que tu les payes 3 000 euros, c'est trop petit, ça ne va pas les intéresser. Si tu payes 3 000 euros mais dans une agence un peu plus petite qui a finalement moins de clients et qui en veut aussi, ça devient un peu plus intéressant. Tu vois, ça, moi, je l'avais eu justement quand on a commencé chez Capitaine Train. La première agence, elle est vraiment top, hein. Enfin, franchement, moi, je l'aimais beaucoup. Mais on payait, je crois qu'on payait 3 500 au début, ce qui est raisonnable. Mais tu vois, c'était bien et raisonnable pour cette agence-là. Après, on a passé avec une grosse agence, réseau international, machin. 3 500 n'existe pas du tout. Et du coup, on a dû augmenter les fees pour passer à 7 000 balles. Et ce qui change un peu la donne. Bon, après, on l'a levé, on est rentré en bourse, machin, donc c'est différent. Mais c'est sûr qu'à 3 500 dans une grande agence, ça n'existe pas, quoi. Non, moi, on est à 3 000 dans une petite agence, donc c'est pour ça qu'on ne comprenait pas trop. Mais bref, je ne vais pas monopoliser la parole. Non, mais c'est un bon sujet sur l'agence. C'est un vrai sujet qui revient tout le temps. Et c'est intéressant parce que, tu vois, j'ai un client qui voulait vivre son agence. Il y a deux choses. Pour moi, il y a la façon dont tu as cherché l'agence
et la façon dont elle est briefée et le mode de collaboration. J'ai un client qui voulait virer son agence, j'ai commencé quand? En septembre avec eux et en fait, en reprenant les bases de la collaboration, ça m'est arrivé 2 fois ça, enfin, tu vois? On a complètement retravaillé la façon dont ils communiquent ensemble, dont ils travaillent ensemble et peut-être que, tu vois, il y a ça aussi à c'est un peu une relation de couple, hein, finalement aussi, dire bah, là ça va pas, moi je fonctionne comme ça, et donc il y a ce côté-là fit qui est important. Et sur la recherche d'agence, je sais pas comment tu t'y es pris, mais c'est important de faire d'abord des chemistry meetings avec plusieurs agences pour voir s'il y a ce fit-là. Et Dieu sait si le fit est important, vraiment. Enfin, ça sera pas efficace si tu as pas envie de partager l'info ou de décrocher ton téléphone pour appeler ton RP. Bah, Je sais pas comment, excuse-moi, j'ai pas ton nom, la personne qui travaille dans le biomimétisme, mais j'espère que tu as envie d'appeler ton RP pour lui dire tiens, on en est là, etc. Plutôt que de dire bon, je vais lui faire un mail parce que j'ai pas envie de lui parler. Non, non, mais moi, je partage l'avis d'Astrid, hein. C'est au début, quand nous, on s'est lancé pour aller chercher un RP, c'est un monde qui est extrêmement opaque et enfin, pour moi, c'était vraiment, la cour des miracles. C'est-à-dire que, je voyais un manque de professionnalisme criant, de la part de la plupart des agences. J'avais presque l'impression, hein, pardon de le dire Delphine, mais moi, j'avais Hein. presque l'impression que c'était beaucoup de gens qui surfaient un peu sur leur réseau et qui en profitaient pour vendre des choses très, très chères, ce que moi, je ne me permets pas de faire par rapport à mes clients. Donc si tu veux, j'avais pas mal de frustration et c'est vrai que pour moi, payer un service à 3 500 par mois, ça me paraissait, tout simplement, complètement hors sol. Enfin, je trouvais ça, ahurissant comme prix et donc j'arrêtais pas de repousser la question et pour finir, sur le débat que tu as eu avec Astrid, moi, ce que j'ai fait comme choix, en fait, c'est de me pousser vers un, freelance qui m'a été vivement conseillé, par une autre entreprise et ce freelance-là, en fait, j'ai négocié les prix à la baisse, de façon assez insistante. Donc aujourd'hui, on paye 400 € par mois, ce qui est ultra compétitif, Ah ouais, non, voire du jamais vu. alors là, je me dis comment il vit. Et non, 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 mais il continue. Bah, en fait, il a des gros clients à côté. Et mais en D'accord. fait, moi, j'ai réussi à négocier ça à la baisse avec lui. Et en faisant ça, en gros, je me suis dit, si je veux rester sur ce prix-là, il faut que je fasse en sorte avec lui d'explorer et d'augmenter son carnet d'adresses. Donc ça, Astrid, moi, c'est un conseil que j'aurais à te donner. C'est si tu veux rester avec le freelance, en fait, moi, j'ai accepté le fait qu'il était en construction de son carnet et que du coup, lui-même, c'était une sorte de start-up où il devait professionnaliser, acérer en fait son service. Et donc, j'acceptais certaines erreurs, j'acceptais certaines latences sur certains points. Donc, moi, j'ai plutôt fait le choix du budget. Mais comme attendu, il est vraiment monté en puissance. Et après, en fait, je lui ai fait valoir le fait que moi, je lui avais fait confiance dès le départ pour rester sur ce budget-là. Et il m'a décroché les plus grosses interviews, hein, Les Échos, Le Monde, etc., etc. Donc, il l'a très bien fait. Et ça m'a bien aidé. Et en fait, au fur et à mesure de la croissance de son entreprise, quand il a commencé à embaucher des gens, et ben là, je lui ai mis des coups de pression. Je lui ai dit, OK, ben ça, on va processer. Ça, tu vas me faire une feuille de route, etc. Donc, j'étais presque en mode pilotage de mon propre RP sur la relation qu'il devait mener avec moi. Aujourd'hui, j'en suis très, très, très content parce que je paye un service, je pense, facile 10 fois moins cher Mm. ou en tout cas 5 à 10 fois moins cher que plein d'autres startups, mais il fait un bon taf, quoi. Mais Mais en tout cas, moi, je me méfierais vraiment, Astrid, hein, des agences les plus grosses. Dès que ça commence à prendre de la taille, effectivement, j'ai repéré, tu représentes rien dans l'entreprise. Et en plus de ça, le problème, c'est que tout de suite après, tes interlocuteurs, c'est des personnes en CDI. Et en tant qu'entrepreneur, moi, je sais qu'une personne en CDI, à un moment donné, quand elle est dans le mix du grande agence RP, bon voilà, c'est pas critique si elle te sort pas quelque chose, ça devient pas quelque chose qui est important parce que de toute façon elle est en CDI donc elle s'en fout un peu. Et c'est là où finalement t'en viens à payer un service super cher pour quelque chose où il n'y a pas d'aspect critique, la personne en face, elle s'en fout un peu quoi. Voilà, je suis je un peu pense que ça critique. dépend de la façon dont tu drives un peu ton agence et la relation que tu as. Honnêtement, à la fin, nous, on bossait avec Rumeur Publique. Et bah oui, les personnes sont en CDI et tout, mais elles étaient vraiment top. Mais
moi, je l'ai gérée comme si c'était mon équipe et on avait un vrai lien et elle voulait vraiment deliver, vraiment. Ça dépend un peu le lien et cette relation que tu as enfin, je suis pas tout à fait d'accord sur le fait qu'elles soient en CDI, donc elles sont pépères. Non, mais je veux pas généraliser, mais en fait, c'est aussi parce que tu mettais, probablement un gros budget. Donc, probablement qu'elles se sont fait aussi, Oui. un peu, briefer par leur propre boss qui leur dit: «OK, celle-là, vous me la chouchoutez», tu vois? Donc, mais en tout cas, pour des petites startups comme nous, on lève pas des fonds énormes, donc on peut pas, se permettre de mettre 7 000 balles par mois, Non, je sais bien. dans de la RP ou même 3 500, tu vois? Ça demande, ça devient très cher. Donc forcément, c'est difficile. Enfin, en tout cas, Astrid, si tu veux, je te filerai le contact que moi, je conseille beaucoup, quoi. Après, 400 balles par mois, c'est parce que la personne a d'autres clients à côté, comme tu l'as dit. Bien sûr, et lui, il y a vu un avantage quand même assez stratégique de se placer sur le biomimétisme, donc c'est peut-être aussi pour ça. Enfin, je lui ai fait aussi valoir ça. Donc pas sûr que si jamais Astrid, elle se dirige vers lui, elle arrive à décrocher ce type de budget, mais au moins, ça sera moins cher que les 3 000 balles par mois, ça je le garantis Ouais. avec quand même des J'ai ce qu'il faut avec ma freelance, du coup, qui nous prend pas cher et puis surtout qui est spécialisée dans mon domaine parce qu'on a tellement rien à voir entre le mimétisme et les jeux pour enfants qu'il y a quand même un peu un monde et je pense que c'est pas du tout le même genre de RP qu'il nous faut. oui, Mais, non, mais ouais. et voilà, mais ouais, je pense que du coup, on a à peu près la même. Comme je disais au début, j'ai quitté mon agence. Je suis revenue avec la freelance qui est très bien, qui est aussi en train de se construire sa base. Et la freelance te prend combien? Là, tu vois, on vient de signer un contrat pour 3 mois et c'est 1600 € les 3 mois. Pour les 3 mois ou 1 600 par mois? Non, non, pour les 3 mois. Ah oui, C'est c'est pas cher non plus. pas cher du tout. Et là, je suis déjà passée, je suis passée pour la deuxième fois sur La France Bouge, justement. Et puis, on a plein de petits médias sympas, des gros aussi. Mais enfin, voilà. Après, est-ce que ces agences ou ces freelances vous font aussi un plan RP ou elles poussent simplement vos sujets quand vous en avez besoin? Comment vous travaillez? Parce que moi, je vois aussi normalement, enfin, toi, par rapport au plan de com et au business plan, ton RP, il te fait un plan de com pour te dire, bah, là, ça sera pertinent ou un plan RP de pitcher à tel moment tel et tel sujet, tu vois? C'est pas aussi poussé, tu as raison, Delphine. C'est plutôt, on va dire que ça se résume à des CP et des flash news, comme elle appelle ça. Et c'est vrai que j'ai jamais fait de tribune en 2 ans d'existence. Mais tu vois, je me dis que ça serait peut-être intéressant d'en faire. Enfin, en fait, ça dépend. C'est marrant, j'ai un client qui était un peu sur le même modèle que vous décrivez. Donc en mode, on paye une agence, ou un RP très peu cher. Enfin, je trouve que 400 €, c'est pas des masses parce que tout le travail de relance, enfin, bravo à ton RP, excuse-moi, mais comment tu t'appelles la personne qui est dans le biomimétisme? Sydney comme la ville. OK. Tu la payes peu cher, Sydney, mais tout le travail de pitch et enfin, surtout de relance où parfois tu passes des journées à appeler les journalistes, enfin, tu vois, pour 400 €, c'est quand même pas des masses et bref, la boîte pour laquelle je bosse là, au départ, pareil, ils payaient c'est une agence à peu près dans le même prix, mais ils leur disaient juste: «OK, ben, à tel moment, on a besoin d'un CP, point». Alors que maintenant, ils me disent: «Ben, on a plus besoin d'un coup de pied aux fesses et d'une structure, d'un plan RP et d'angles différents». Enfin voilà, ça dépend un peu l'approche et la dimension RP que vous voulez donner aussi à votre stratégie, quoi. Mais justement, Delphine, alors, c'est quoi les pratiques habituelles de relation avec les RP un peu plus pro? C'est comment que c'est processé la relation avec eux? Alors je dis pas il est pas pro ton RP, hein, attention, je veux pas qu'il y ait de déformation d'information non plus. Pour moi, une fois que tu as ton RP, tu as une période d'onboarding de toute façon où, enfin moi je vais passer, une bonne partie de la journée chez le client pour comprendre et parler avec plein de personnes de plein de départements ou de services différents pour, comprendre qui sont les différents interlocuteurs, quels sont les challenges et cetera. Identifier le porte-parole aussi et j'ai un gros travail de maïeutique finalement où je vais faire beaucoup parler les personnes pour pouvoir sortir. En fait, vous êtes dans votre business tout le temps, mais pour moi, de l'extérieur, comprendre un peu et voir quels sont les angles que je peux tirer de communication et de RP à partir de ce que vous avez, à partir de votre matière brute. Vous allez parler, 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 parler. Et après, comment moi, j'utilise ça pour définir les différents messages et les différents angles. Et en fonction de ça, ensuite, et de votre calendrier produit, service, avec les différentes milestones de l'entreprise, bah, et de votre business plan, si vous en avez un, ou plan market, enfin, voir ce que vous avez. Je vais construire un plan RP
Non, vraiment, alors en ce moment, normalement, c'est 6 mois, mais là, je suis au quarter, enfin, je fais au trimestre parce que visibilité zéro actuellement, et sur les actions à mener en presse pour le trimestre. Donc moi, je travaille comme ça. J'ai des calls hebdo minimum avec les clients où on fait un point vraiment sur les actions en cours. Et après, on Slack, mail, téléphone un peu tout le temps. Moi, je vais rédiger les CP, on fait des allers-retours, je vais faire les relances. En même temps, je vais faire de la veille presse sur les sujets et je vais donc appeler les journalistes si je vois qu'il y a un sujet qui peut intéresser mon client pour le placer et caler des rendez-vous informels, etc. Et ensuite, je fais de la veille, je fais comment on dit? Enfin, je fais un bilan à la fin de chaque mois. Et voilà, est-ce que ça répond à ta question, Sydney? Complètement, complètement. Effectivement, c'est ça. C'est un peu comment c'est piloté dans la relation que tu vas avoir avec ton client et parce que comme ça, moi, tu vois, j'en déduis aussi ce que je peux exiger ou les ajustements que je peux demander à mon propre RP pour que ça soit un peu plus pro. Les bilans à la fin des mois, ça ressemble à quoi? Tu fais quoi avec tes propres clients? Je fais un beau PowerPoint. Je déteste les slides, mais je fais un PowerPoint, avec quand même, avec le brief initial, ce que j'ai délivré en termes de retombées, en termes de one-on-one et en termes de feedback reçu aussi, qui est toujours important, tu vois, de savoir pourquoi les journalistes n'ont pas pris ton sujet. Moi, je trouve que c'est important que les clients qui comprennent bien pourquoi. Et il y a le visuel quand même de la retombée presse, le lien vers l'article avec le MUU, donc l'audience du média, la cible, et je dis si c'est un article dédié, donc complètement consacré à l'entreprise, ou si c'est une mention. OK et autre question qui, moi, me paraît assez importante, il y a toujours la fameuse question des backlinks pour les startups, pour se faire référencer. Comment est-ce que toi, en tant que RP, tu arrives à, convaincre un journaliste alors déjà cibler les journaux, sur lesquels on peut décrocher des backlinks faciles et comment est-ce que tu fais pour convaincre un journaliste de donner un backlink? Tu peux pas. Comment je fais pour cibler? C'est de la veille presse à force de connaître les médias, tu vois ceux qui ont tendance à le faire ou pas. Mais honnêtement, tu peux difficilement intervenir. Enfin, en gros, j'ai le souvenir, quand on avait des retombées que, après ma DIRCOM au UK, à Trainline disait: «Ouais, c'est trop bien, il y a un lien intégré». Ah, tu vois, c'est vraiment, champagne quand il y est parce que tu as pas la main dessus, quoi. C'est assez OK. ingrat. Tu peux difficilement demander au JDN, Usine Digitale ou enfin éventuellement Madines, tu vois? Mais c'est très compliqué. Le Figaro va pas aller te mettre un lien parce que c'est pas de la pub. Donc c'est OK. compliqué. Ouais, ouais, OK, OK, ça me paraît assez clair. Est-ce que toi, tu conseillerais plutôt, pour une entreprise un peu plus jeune, de se dire: «OK, on insiste à max sur, ce que toi tu as appelé la presse pro et les blogs et cetera qui sont plus enfin, sur lesquels c'est plus facile de décrocher des backlinks», plutôt que de se concentrer sur, des grands quotidiens type, Figaro, Les Échos et cetera, sur lesquels, certes, tu vas avoir une grosse audience, mais pas forcément du backlink. Est-ce que toi, tu aurais une stratégie à conseiller par rapport à ça? Ça dépend de l'activité, donc c'est que du cas par cas. Franchement, je peux pas généraliser. Pour ton activité, je pense qu'il faut faire les 2 et au contraire, j'aurais plus tendance à aller vers de la presse générale, assez grosse, lue par ce type d'entreprise, même s'il y a pas de backlink. Parce que, ces entreprises-là, elles ont besoin d'être rassurées et donc si tu es dans le Figaro, ça rassure vachement, mais pas de backlink, la personne il ira voir par curiosité parce que le Figaro a pris ta news. Donc je pense que, c'est frustrant de ne pas avoir de backlink, mais ta cible, elle va plus lire ce type de presse. Et après, sur tout ce qui est R&D, si vous avez vraiment un sujet très, très pointu, là, tu vas aller dans de la presse pro où tu peux avoir des backlinks, mais à ce moment-là, ton sujet sera différent et sera vraiment sur une thématique bien précise de recherche. Mmh. OK, Pour moi, merci. ça répond à ta question? Oui, complètement, merci. OK. Est-ce qu'il y en a d'autres qui ont d'autres questions? Oui, Delphine, tu parlais justement de presse pro à l'instant. Est-ce qu'il y a des agences finalement spécialisées en presse pro ou un généraliste connaît un petit peu tous les journalistes, enfin, peut-être pas la planète, mais de France et de Navarre, ce qui est assez compliqué à mon avis.
Non, tu peux pas connaître, c'est pas possible. Donc, je connais pas, je peux me tromper, je connais pas d'agence qui est quasiment spécialisée en presse pro. J'en ai jamais entendu parler. Et en revanche, aucun journaliste ou aucune agence ne connaît tous les journalistes. Donc, tu vas avoir des agences qui vont être spécialisées en tech, en food, en travel. Il y en a qui ont une certaine spécialisation, mais ça, généralement, les agences te prennent à la fois, enfin, connaissent à la fois la presse généraliste et professionnelle. D'accord, ok. Deuxième question, tu parlais tout à l'heure un peu de veille presse. Est-ce que tu fournis finalement à tes clients après une revue de presse, quelque chose de vraiment carré, que le client peut étudier? Parce que pour lui, c'est Si elle, chronophage. si elle est demandée, oui, moi, voilà, j'en ai même, enfin, en ce qui me concerne, moi, mes clients, pour l'instant, ils veulent pas, ils ont d'autres façons de le faire. Mais c'est ce que je demandais, ce que j'ai toujours demandé à mes agences, c'est-à-dire tous les matins, s'il y a si c'est pertinent, j'avais un mail formaté, enfin, avec vraiment un template avec euh, le secteur de news, donc news marché, news concurrent, news. Voilà, Oui, évolution technique, enfin, il y a pas mal de paramètres, oui. et voilà, et en fait, ce qui est important, c'est d'avoir cette veille-là, donc le titre, le média et le résumé. Mais c'est surtout important, pour moi, c'est là où il y a la valeur ajoutée de l'agence ou du RP, de dire attention, il y a eu vraiment tel article qui est sorti, et là, je pense que sur celui-là, ça mérite de réagir et Oui, de prendre la parole. oui, ça peut être un. Oui, oui, complètement, tout à fait. Mais ça, quelque part, c'est une option, quoi. Non, pour moi, Non. toutes les agences doivent le faire. Enfin, moi, je ne le fais pas parce que je fais plus d'accompagnement et de coaching. Et pour le fait que je fais, mes clients, beaucoup ont déjà un truc en place. Donc, bref. Mais normalement, c'est ce que tes RP doivent faire, quoi qu'il arrive. Ce n'est pas optionnel pour moi, la veille. Sydney Astrid, là, vous qui êtes là et qui utilisez ce genre de service, vous avez une revue de presse peut-être pas les matins, mais ils ne sont plus là. Non, pour moi, non. Toutes les semaines, hein, si c'est plus pertinent, ça dépend de votre Oui, secteur. oui, bah oui, oui. Sydney, non, et Astrid non plus. Moi, tous les 15 jours. Ouais. Ouais, tu as un truc qui te permet d'avancer, de voir un petit peu ta concurrence, l'évolution technique, etc. Ouais. Ok, super, d'accord. Mais tu Merci. vois, Ouais, pardon. je travaille beaucoup sur, je fais pas mal de média training. Et pour faire des média training, on fait ce qu'on appelle des Q&A qui sont aussi un peu la base. Je ne sais pas si vous avez ça, certains, mais c'est important avant de se lancer de parler avec un journaliste, d'anticiper, on n'est pas devin, mais d'essayer d'anticiper un maximum de questions de journalistes et savoir comment y répondre ou savoir comment pas y répondre. Tu veux pas donner ton CA, certes. Bien Comment sûr. tu dis Ouais. je veux pas le donner sans être violent. Oui, oui. Et donc, pour pouvoir construire ce Q&A, tu vois, et ce média training, il y a un gros travail de presse. Enfin, comment, je sais pas, l'autre jour, je faisais un média training en allemand sur le secteur bancaire et des néobanques en Allemagne. J'ai besoin de comprendre ce qu'il y a sur le marché allemand des banques et des néobanques pour pouvoir poser des questions pertinentes au porte-parole. C'est vraiment important. Donc, ce travail de veille, ça dépend à quel point vous utilisez votre RP, mais il est vraiment essentiel quand on fait des relations presse, quoi. Tout à fait, ok, ok, super. Il y a vraiment un côté stratégie, un côté conseil aussi, quoi, à côté. Ah bah oui, bah vous payez, Mais cher, toujours. selon combien vous payez votre RP, il est aussi là pour vous conseiller, vous mettre en alerte sur ce qui se passe. Et l'avantage d'une agence ou d'un freelance, c'est qu'il a aussi plusieurs clients. Et selon son secteur, s'il est un peu spécialisé, il peut aussi rebondir et utiliser certaines news de ses autres clients pour faire du ping-pong et voir ce qui se passe, quoi. Bien sûr, oui, tout à fait, complètement, complètement. Ok, super. Merci, Ça Delphine. répond à ta question? Oui, oui, tout à fait, complètement, complètement. Merci, merci. Pas de souci. Qu'est-ce que je voulais dire sur les formes, j'ai pas alors, les soirées de lancement, les confs de presse, c'était au bon vieux temps, mais c'est un peu dur aujourd'hui. Mais mine de rien, enfin, les soirées de lancement, si vous êtes très consumer, ça marche même en corpo. Franchement, quand à l'époque de Trendline, on avait lancé la fonctionnalité info en temps réel. On avait même fait une soirée animation avec des journalistes où tu pouvais tester l'appli en temps réel et on avait illustré avec des activités un peu cool le fait de pouvoir réserver son billet de train facilement. Tout ça autour d'un cocktail. Franchement, généralement, ça marche. Conf de presse, je pense que c'est intéressant d'avoir un sujet assez percutant, un peu nouveau, mais qui va mobiliser les gens. Les confs de presse aujourd'hui,
compliqué évidemment en temps de Covid. Après, on a réussi à en faire une début décembre en visio avec certains journalistes pour un client dans l'immobilier. Ça marche hein, quand vous avez une grosse étude avec des gros chiffres. C'est possible quand même de les mobiliser encore aujourd'hui. Donc voilà, je sais que quand Capitaine Train, on a changé de nom, on est devenu Trendline, on avait fait aussi une soirée avec des journalistes et des clients pour essayer comment dire, d'amortir le choc du changement de nom aussi qui aurait pu être mal pris par la communauté et expliquer pourquoi on le faisait. On avait fait un truc un peu fun et ça permet de faire passer une information, de créer ce lien-là aussi qui est important. Ce que j'ai pas mis, mais du coup on en a pas mal parlé aussi, de ce qui est du media jacking, hein, enfin déjà de la veille et de réagir à l'actu, donc du news jacking. Et on peut faire aussi de l'actu, enfin réagir à l'actu, mais il faut que ça soit pertinent. J'ai une journaliste qui me racontait que il y avait la fête de la bière et en Allemagne, et donc un client en France a utilisé ça en disant, enfin, en envoyant un communiqué de presse pour dire c'est la fête de la bière et de la saucisse, nous nos saucisses sont pas chères chez Lidl quoi. Et non, franchement non, c'est pas de la promo, ça passe pas. Donc il y a quand même une certaine juste milieu à trouver. Et c'est aussi important quand on va dans la presse d'avoir du matériel. Je ne sais pas si vous avez déjà ça, mais un fameux one-pager, une page d'infos sur vous, ce que fait la boîte, avec quelques chiffres clés, à qui ça s'adresse, que vous pouvez envoyer, que le RP envoie quand il va aller pitcher ou relancer des journalistes. Donc, c'est vraiment une page de documents, de chiffres clés, d'infos clés. D'avoir un boilerplate qui n'est pas forcément si facile à rédiger. Donc, ça, c'est à la fin d'un communiqué de presse, ce sont les 4-5 lignes grand max qui vont jamais bouger, qui sont la carte d'identité très résumée de votre entreprise. Et c'est pas si facile quand on y pense de résumer son entreprise en 5 lignes. Et donc ça va être un peu la signature en bas de chaque communiqué de presse. Voilà, et d'avoir, si vous avez, je sais pas, une infographie ou en tout cas d'avoir un media kit avec quelques visuels prêts à être tout le temps envoyés dès que vous avez une enfin, ça tombe tout le temps avec votre logo. Typiquement, l'autre jour, je demande à un client de m'envoyer les visuels pour BFM, il me balance des photos libre de droit, sans visuel, sans rien. Ça va pas vraiment le faire et ça met pas en avant le produit. Donc c'est bête, c'est un détail, mais c'est pareil, c'est important d'avoir des photos brandées et d'avoir ça disponible dans un media kit, et même idéalement sur votre site, vous avez un espace presse. Voilà. Est-ce que tout est clair pour le moment? J'ai une question. Tu as parlé d'un boilerplate. Ça veut dire quoi exactement? À la fin d'un communiqué de presse, normalement, tu as vraiment 4-5 lignes sur l'entreprise de présentation, et ça sera toujours le même, ça ne va pas bouger. Et donc, c'est le descriptif de l'entreprise qui va reprendre l'entreprise X créée en 2019 a pour objectif de si c'est important de mentionner tes investisseurs, si tu as levé des fonds pour des raisons politiques, à lever tant avec disponible, s'adresse à telle et telle cible, point, avec le site web. Ok, merci. Pardon, Delphine, tu parlais d'espace presse sur le site, mais tu mets quoi dans l'espace presse? Tu vas mettre tes communiqués, tu vas mettre tes chiffres clés, tu peux mettre ton boilerplate justement qui va résumer sur ta page. C'est ce que tu veux dire à la presse, c'est pas un truc généraliste que tu pourrais dire à tes clients, quoi. C'est un truc vraiment spécialisé. Ouais, c'est là où les journalistes vont retrouver en effet ton kit avec les visuels. Oui, c'est les journalistes qui viennent chercher, quoi. Oui, pas toi qui cherches à communiquer. Les journalistes sont un peu feignants, mais ils peuvent aller récupérer en effet ton logo, tes visuels, tes CP. Mais tu sais, ça sert aux journalistes, mais un investisseur potentiel, il va aller voir toutes ces pages et il va aller voir aussi si tu as eu des retombées, etc. Quoi. Oui, je n'ai pas pensé à ça. D'accord, ok, super, merci. Les journalistes font un peu leur marché de travail quand même. Hein. Oui, j'ai l'impression, j'ai compris. Du coup, on a brassé pas mal de sujets, mais un peu ce qu'il y a et ce qu'il n'y a pas à faire. Bon, je ne sais pas comment vous voyez, mais du coup, c'est important, je pense que là, vous l'avez compris, de sélectionner les bons journalistes, les bons influenceurs et connaître leur thème de prédilection. Il vaut mieux diffuser il vaut mieux diffuser à 30 journalistes bien ciblés plutôt que la terre entière. Donc ça, c'est important. Et ce qui est important aussi, c'est le suivi. Je ne sais pas dans vos relations avec RP, mais
pour moi, le travail de relance, il est essentiel. Dieu sait combien de fois j'envoie un CP ou l'agence et les mecs te disent ah oui, je l'ai vu, mais vous pouvez me le renvoyer. Et en fait, la news les intéresse, mais justement parce qu'ils reçoivent tellement de CP qu'ils ont du mal à suivre et il faut leur renvoyer, repitcher. C'est très chronophage, c'est très ingrat aussi. Mais voilà, il y a un gros travail à la fois en amont de préparation des messages, de sélection des journalistes et en même temps de suivi derrière et de relance. Après, vraiment, j'insiste sur le côté, bon, je pense que vous l'avez compris, mais sur savoir sélectionner les bons journalistes. Être dans DAF Magazine, c'est pas sexy, hein, on est d'accord. Mais en même temps, si c'est ta cible, il vaut mettre mieux dans DAF Magazine que dans Le Monde si c'est pas pertinent. Donc, c'est vraiment important. Et je pense que c'est aussi au travail de RP. Si vous, en tant qu'entreprise, vous n'êtes pas conscient de ça, c'est notre travail en tant que QRP de vous dire, je sais que tu aimerais vraiment être dans les échos, mais en fait, ça ne correspond pas du tout à ta cible. Et voilà, il faut le dire aussi. Je suis Excuse-moi, désolée, mais Delphine, moi, du coup, oui. je t'interromps 2 secondes. Du coup, tu parlais justement des journalistes et des influenceurs. Est-ce que tu sais où peuvent être listés, par exemple, les influenceurs selon leur secteur, où est-ce qu'on peut trouver ces infos? J'ai pas, je crois je pense, il existe des sites qui référencent les influenceurs. J'ai plus les noms en tête, je peux te les retrouver si ça t'intéresse. Par Ouais. contre, c'est payant et c'est assez cher. Ok. Sinon, tu n'as pas de base de données gratuite comme ça. Tu as tous, quoi. D'accord. Ok. Tu as des Donc, agences, toi, de toute façon, Delphine? ouais. Oui, mais c'est payant, Et- encore une fois. Hein. Oui, ah bah, c'est payant, oui, de toute façon, oui. Mm. Ouais, donc, soit, soit tu prends ton téléphone et tu scrolles Instagram toute ta Ouais. soirée et ta journée. C'est assez ingrat. On l'a fait pour un client où on avait pas beaucoup de budget. Bah, tu cherches par hashtag, machin, et c'est assez contraignant. Soit en effet, il faut payer. Ok. Désolée. C'est bon à savoir. Et tu dis, Delphine, tu mets dans le même panier, entre guillemets, journaliste et influenceur. Non, j'ai un point après sur les influenceurs, Ah oui, justement. pardon, d'accord, ok. Pour moi, c'est différent. Oui, bah oui, c'est ça, oui. Ouais. Mm. Je crois qu'on avait une autre question, mais du coup, la personne est repartie. Donc, bon, si tu reviens, tu peux me reposer la question. Oui, vas-y. Non, non, pardon, c'était pas une question. J'avais le café qui était en train de couler en même Ah, temps. ok. Simplement pour dire, sur les influenceurs, en fonction des secteurs d'activité, ça se trouve aussi via une simple recherche Google. Moi, je suis dans le tourisme, tu tapes influenceur tourisme et chaque année, tu as des blogs qui vont référencer les influenceurs. Donc après, tout dépend de ton secteur d'activité, j'ai envie de dire. Hein. Ça peut être plus ou moins explicite. Mais... Ok. Ouais, je pense qu'influenceur tourisme, en effet, ça doit être assez facile. Après, les mecs qui sont listés là-dedans doivent être hyper chers, non? Parce que c'est les Alors, plus reconnus. je n'ai pas creusé plus que ça, mais voilà, je sais qu'il existe plein de sites pour les référencer. Mais en effet, en fonction de la popularité, je pense que ça peut coûter très très cher. Oui. Ouais, ça peut. Bah, c'est un vrai business maintenant. Hein, ouais. Mais j'ai pas creusé plus pour en ce qui me. Ok, Ok. ok. Delphine, je m'excuse, je vais réintervenir, mais finalement, quelque part, tu as aussi une stratégie de communication vis-à-vis de la presse. Je veux dire que les influenceurs, ça peut être bien, tu peux avoir plutôt peut-être en moins cher avec un meilleur résultat de la presse spécialisée, etc. Quoi. Dire que c'est une Ah stratégie, oui. quoi. Si les RP, c'est pas pertinent, enfin moi l'autre jour j'ai dit à une boîte, mais ça sert à rien de faire des RP, c'est pas pertinent. Enfin, il faut pas faire des RP parce que c'est cool d'être dans la presse, quoi. Donc si c'est, je sais pas, Astrid, j'en sais rien, hein, donc c'est peut-être très bien les RP et apparemment ça marche, mais si tu penses que, bah, du coup Astrid, tu connais Bookinou? Ouais, c'est des copains. Voilà, donc tu vois comme ils sont hyper efficaces sur les réseaux sociaux. Ouais. Donc finalement, cette stratégie, ils ont des RP et ils ont des super retombées et je les adore vraiment. Mais ils ont une stratégie influenceur. Enfin, limite, ils pourraient quasiment se baser que sur ça, tellement la communauté et la force d'influence est puissante. Ouais, nous, c'est un de nos gros chantiers 2021. On a commencé à faire de l'affiliation aussi, mais c'est limite plus mon domaine parce que du coup, c'est la fille de mon équipe qui s'occupe de l'acquisition qui s'en occupe. Enfin, c'est à cheval entre les deux, quoi. Donc, franchement, c'est super intéressant, mais quel travail et puis comment sélectionner les influenceurs, etc. C'est un casse-tête. Hein. C'est compliqué, les influenceurs. Il faut vraiment que ça entre dans votre ton et dans la ligne éditoriale de l'influenceur aussi. Et puis, ils sont hyper courtisés. Donc, ouais, c'est super compliqué. Et il y a beaucoup de concurrence. Hein.
Ouais, On beaucoup. arrive à avoir quand même un retour sur, enfin, un coût de retour sur investissement, de savoir, voilà, tu mets tant, combien ça me rapporte, à peu près. Hein, enfin, je Avec, pense à Bookinou, par exemple, parce que c'est effectivement Bookinou, moi je les connais depuis un petit moment aussi, c'est super intéressant ce qu'ils font. On les voit beaucoup, mais alors combien ils payent, quel est le retour? C'est ça, avec, quoi. avec les programmes d'affiliation, du coup, Denis, tu peux bien quantifier ça et tu sais exactement combien de clients tel influenceur t'a rapporté. Donc, tu as vraiment ce retour d'investissement de manière très claire et très chiffrée, très analytique. Sur l'affiliation, oui, mais sur les influenceurs, peut-être un peu moins. Bah ouais, ça, c'est un peu au doigt mouillé, quoi. Il faut... Ouais, L'affiliation, après, en effet, mais tu auras le nombre de vues, le reach, l'interaction. S'il y a un blog, tu verras quand même le taux de lecture. Donc, tu n'as pas le taux de transformation, mais tu peux mesurer quand même, ouais, contrairement aux relations ouais, presse. ouais. Ça reste un peu, entre guillemets, au doigt mouillé, quoi. Ouais, exactement. C'est le risque. Pour C'est ça des coûts, où d'après ce que j'ai regardé, pour des coûts relativement élevés. Ben, ça peut aller très vite. ça peut aller très vite, oui. Mais après, il faut voir, tu vois, est-ce qu'il faut penser influenceurs très larges ou micro-influenceurs qui ont une communauté un peu plus petite, qui sont un peu moins chers, mais qui sont hyper ciblés sur la communauté à laquelle tu veux t'adresser. Oui, c'est ça, ouais, tout à fait, complètement, complètement. Et Ok, c'est ok. un vrai budget. Hein. Je ne sais pas combien paye Bookinou en effet, mais oui, c'est un vrai budget et il te faut une personne dédiée qui gère ça aussi. Hein. Oui, ouais, non, c'est une vraie partie de l'entreprise, quelque part, c'est un vrai budget, ouais, comme tu dis. Ouais. Ouais. Mais comme quoi tout, ça va être, tout s'intègre. Enfin, tu vois, on disait, tu parlais d'affiliation, Astrid. Enfin, c'est vraiment que des briques. Au départ, je parlais de marketing, que tout s'imbriquer. C'est vraiment une vraie matrice c'est ça qui va faire que tu vas monter en puissance après, quoi. Et après, tu peux pas tout faire. Il faut faire des choix. Tu peux pas toujours recruter. Donc, c'est vrai que c'est Ouais, compliqué. Il faut prioriser en fonction du budget aussi qu'on a, quoi. complètement, super. Ok, Et merci. du coup, excusez-moi, j'ai une question. Ouais. Euh, donc nous, on travaille sur une nouvelle solution de garde physique et on va ouvrir notre premier centre de garde en septembre à Lyon. On se pose justement la question de savoir si oui ou non il faut qu'on fasse des relations presse dessus et qu'on communique auprès des journalistes. Est-ce que vous avez, entre guillemets, on a toute une stratégie qui est prévue de communication via Internet, via les réseaux sociaux et via de la guérilla marketing. Après, entre guillemets, là, et c'est pour ça que du coup, je me suis greffée à la formation ce matin, la question qu'on se pose, c'est comment est-ce que oui ou non, on doit commencer à communiquer aussi au niveau de la presse locale, clairement, ou pas, justement. Et comme vous étiez un peu en train d'en parler en disant que vous parliez de Bookinou qui était plus sur les réseaux sociaux, etc. Nous, c'est vraiment une question qu'on se pose aujourd'hui. Je ne sais pas comment, entre guillemets, répondre. Alors, je vais faire deux réponses. Je vais faire une réponse en tant que RP où je vais te dire qu'est-ce que tu apportes de nouveau, pourquoi un journaliste parlerait de toi, qu'est-ce qui est différent dans ta solution. Ça, c'est une première question-réponse. Et ma deuxième réponse, elle va être en tant que maman. Ou en tant que maman, finalement, eh ben, moi, je regarde plus les réseaux sociaux, je suis plus sensible au marketing influenceur et bouche à oreille que des RP pour tous les sujets autour de mes filles. Oui, Tu et ce vois, qui est, oui. Et ce qui est le cas. Mm. Ce qui est vraiment le cas aujourd'hui, la cible, notre cible, elle est extrêmement présente sur les réseaux sociaux et elle est très à l'écoute. C'est un de ses premiers médias de choix, de décision de choix. Et c'est pour ça que du coup, j'ai du mal à savoir si ou non il y a une pertinence à aller sur de la presse. Bah, je suis pas sûre, c'est pour ça, d'où ma première réaction en tant que RP, parce que, enfin, voilà, encore une fois, en tant que maman, je ferais plus confiance à ce que je vois sur Mamzillion sur Facebook, parce que pour moi, c'est le forum de bouche à oreille, etc. Alors que, en tant qu'RP, je te dirais, qu'est-ce qui te différencie? Pourquoi je parle de toi? Ok, tu es une start-up lyonnaise, d'accord. Donc, je peux avoir Bref Écho qui va parler des boîtes lyonnaises, mais sinon, pourquoi de la presse de petite enfance ou femmes ou parents parleraient de vous? Quels sont vos points différenciants? Qu'est-ce que vous apportez? Ok. Aujourd'hui, en même temps, je ne sais pas si c'est l'objet là, de cette formation, je risque de prendre du temps à expliquer, non? C'est pas grave, je vous réponds quand même. Bah, vas-y. Puis au pire, je speederai après, on va voir. Mais c'est important que je réponde à vos questions. De manière hyper synthétique, en gros, notre objectif quand on a commencé à travailler sur cette solution a été de trouver une solution pour aider les mamans à faire coïncider vie pro et vie familiale. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas si vous le savez, mais il y a une femme sur deux en France
qui diminue son travail ou met entre parenthèses sa carrière parce qu'on ne trouve pas de solution de garde adaptée. Donc, l'objectif est de se dire comment est-ce qu'on fait pour simplifier et qu'on facilite tout ça. La réponse, c'est de créer un centre où on va regrouper de la garde qui va aller de 0 à 10 ans et non plus de 0 à 3 ans ou de 3 à 10 ans, ce qui est aujourd'hui la structuration du marché, avec à la fois une crèche sur place et un centre périscolaire où on va chercher les enfants à l'école, on les ramène au centre, etc. Donc ça, c'est le cœur de notre activité. Et en parallèle de ça, sur le centre, est regroupé 2 grands services, un service de click and collect avec du partenariat de quartier. L'objectif étant que quand vous venez récupérer vos enfants le soir, vous récupérez en même temps vos paniers de légumes frais, vos couches, votre sérum fille, etc. etc. Et deuxième volet service, c'est tout un volet d'accompagnement à la parentalité avec sur place des médecins, orthophonistes, psychologues, etc. L'idée étant simplement, on ne réinvente rien en fait, on invente rien de nouveau, on simplifie en regroupant au même endroit les différents services dont les parents ont besoin. Je pense que ça se pitch en presse. Que ça se pitch en presse? Ouais, je pense que ça peut se pitcher notamment, enfin, je pense que de la presse à voir. Commencer par la presse locale, en effet, mais ça peut être intéressant de le faire. Parce que vous apportez, enfin, tu vois, c'est marrant, tu as commencé par un point de vue sur les femmes, etc. Donc, limite, si tu as plus de données là-dessus, tu peux aussi apporter ça, de la presse plus générale et plus nationale, et tu as un point de vue local sur le service que vous allez apporter. Ok. Ok, alors deuxième question, et après, promis, je me tais pour vous laisser avancer. Quand est-ce qu'on est censé commencer dans ce cas? En gros, si vous voulez, là, nous, ça y est, on est en train de recruter nos équipes, de lancer nos travaux, etc. Notre centre, il ouvre en septembre. Est-ce qu'il faut qu'on attende d'avoir ouvert notre centre et d'avoir donc déjà nos premiers clients, etc. Est-ce qu'on le fait en amont du lancement? Voilà. Je pense qu'une fois que c'est ouvert, il faut le faire aussi quand votre site internet est lancé. Juste, tu vois, la dernière fois, il y a une personne qui me contactait, mais son site, il disait lui-même, il est un peu tout pourri, il n'est pas prêt, etc. Donc, c'est encore pire site. En fait, si tu vas contacter des journalistes et que tu les emmènes sur un terrain ou un chantier qui n'est pas terminé, ça va être compliqué. Sauf si c'est pour dire là, on n'y arrive pas, on a besoin d'aide, ou la mairie nous met des bâtons dans les roues, ce genre de choses. Sinon, c'est plus intéressant pour l'histoire en presse. Déjà, tu auras des photos de ton centre. Donc, visuellement, dans un média, c'est plus parlant aussi. Tu peux avoir des témoignages de parents, quelques chiffres, quelques données. Donc, je trouve que c'est plus intéressant de le faire. Je comprends, tu as sûrement envie d'utiliser la presse un peu comme levier marketing aussi, peut-être pour ramener des parents ou des clients. En revanche, pour un journaliste, c'est plus pertinent une fois que c'est ouvert et que le service est lancé. Tu as un mini retour sur expérience. Ou alors, tu les invites à une inauguration ou quelque chose comme ça. Ok, et bien, merci. Audrey, j'ai juste une question par curiosité. Ce serait où ton centre à Lyon? C'est dans le deuxième. Le premier, il est dans le deuxième, dans la place Carnot. Ok, merci. Et là, on va tous s'inscrire pour aller mettre nos gamins. Quand vous voulez. On peut une salle pour télétravailler à côté, comme ça on évite les allers-retours. Et... Oui, moi je cherche une garde. Ouais. On attend l'inauguration déjà, Delphine. Ouais, mais j'ai bien noté septembre. Donc... Oui, on a noté septembre. C'est comme le secteur de la petite enfance, il y a le nombre d'entreprises autour des enfants, c'est hallucinant. Oui. Bref, je sais plus. Oui, sur le fait de dire bonjour, c'est très bête aussi. Mais c'est juste, j'en parlais avec des journalistes qui me disaient on en a marre des mails hyper impersonnalisés. Enfin, les journalistes, c'est comme nous, hein, c'est des vraies personnes. Elles ont besoin le matin d'ouvrir leur mail et bonjour Astrid, bonjour. Donc c'est très con, mais juste personnaliser vos communications, ça fait du bien aux journalistes aussi. Donc là, contacte en effet un journaliste si vous avez une info pertinente et pas que du marketing. L'autre jour, j'ai relu un CP d'une start-up incubée qui, en fait, elle parlait d'une promo 30%, je ne sais pas quoi, les œuvres d'art. C'est du marketing, c'est de la pub. Ça n'apporte pas une information aux journalistes. Donc, c'est pas pertinent. C'est pas un sujet qui va reprendre. Donc, encore une fois, ce n'est pas du marketing. On fait passer de l'information. Mettre son expertise en avant, je pense que ça, vous l'avez compris, c'est important d'être identifié comme source d'information et de faire un gros travail de pédagogie si c'est nécessaire.
Ils aiment bien, hein, les journalistes, apprendre rien que pour eux, pour leur connaissance aussi personnelle et pouvoir l'utiliser après. Donc ça, c'est important. Et donc sortir du lot et attirer l'attention. Donc l'importance de l'objet, enfin l'objet est vraiment important. Et les journalistes sont comme nous, hein, ils lisent sur leur téléphone, donc ils ont besoin de voir l'information de manière assez facile en objet et les 3 premières lignes du mail. Ils vont scroller sur leur trajet, etc. Donc si vous écrivez juste CP dans l'objet du mail, ils ne vont pas savoir de quoi ça parle, ils ne vont sûrement pas le lire, ou alors pour le coup en relance, vous allez avoir un gros travail derrière. D'où l'importance d'avoir un bon objet dans votre mail. Je pense qu'on en a pas mal parlé, de rebondir sur l'actualité, mais pas de manière superficielle. Donc je reviens sur la fête à la saucisse, mais à la bière, mais voilà, faut pas non plus faire du newsjacking sur tout et n'importe quoi. Pour moi, ce qui est important, donc c'est vraiment ces relations privilégiées, vous l'avez compris, et aussi réserver des exclus. Vous allez chouchouter le journaliste, il va être content, il va avoir une news que les autres n'ont pas. Donc, vous allez dire, moi, j'ai de la donnée sur le marché immobilier à Lyon, qui est vraiment nouvelle, et je vais te la donner à toi, Madame X du Progrès. Donc, elle, ça va lui permettre de sortir sa news bien détaillée, que vous aurez bien travaillé ensemble, avant les autres. Donc, vous allez lui envoyer l'info et envoyer le CP après, mais au moins ça va vous permettre de vous garantir une belle visibilité dans un gros média que vous vouliez qui est pertinent par rapport à votre sujet, et en même temps de nourrir une bonne relation avec ce journaliste. Je fais un point, c'est un peu différent, mais sur les embargos. Donc l'embargo, c'est quand vous envoyez un communiqué de presse à l'avance, vous marquez dessus sous embargo avant le 20 janvier 10h. Normalement, les journalistes le respectent. Il faut juste être prêt au cas où ça arrive. Ça nous est arrivé au moment du rachat de Capitaine Train par Trendline, où un journaliste a pété l'embargo. Donc, on se retrouve en com de crise. Et ça veut dire que une fois que l'embargo n'est plus respecté par un média, les autres médias qui l'ont aussi reçu disent la news est sortie, donc moi aussi je la sors pour ne pas être à la traîne. Et à ce moment-là, il faut vraiment être prêt. Tu vas parler d'être prêt pour communiquer, de savoir à quel moment communiquer. Si tu envoies une information à l'avance, il faut que toi, derrière, tu sois vraiment clean. Et si jamais ce genre de choses arrive, ce qui est un peu malheureux et triste pour le journaliste qui est après un peu blacklisté, mais il faut être sûr de pouvoir assurer derrière et de savoir que son service que ça fonctionne, quoi. C'est des périodes de rush un peu fun à gérer, mais, malheureusement ça arrive. Donc voilà, je préfère juste le signaler. L'embargo, ça permet aux journalistes aussi d'avoir l'info avant, de vous poser des questions et d'avoir des articles de fond finalement, et de se réserver un peu la primeur de l'information à quelques journalistes, ce qui est pas mal aussi. Vous pouvez répondre à des appels à témoins sur Twitter, LinkedIn, il y a des groupes spécialisés aussi sur Facebook. Les journalistes, encore une fois, ils ont besoin d'informations. Vous avez besoin d'eux, on a besoin d'eux pour qu'ils parlent de nous, mais eux ont besoin d'alimenter leur sujet. Et donc, il y a des groupes de journalistes Facebook, etc., ils demandent des témoignages. Donc, voilà, il faut faire aussi un peu de travail de veille pour pouvoir répondre à ces questions-là. N'hésitez pas, quand c'est possible, à faire tester votre produit aux journalistes. Je sais, quand je travaillais en agence RP, on a fait tester du Madame Loïc à je ne sais pas combien de journalistes, on avait des boîtes de Madame Loïc dans le frigo. Mais mine de rien, je rigole, mais l'autre jour, c'était aussi un boîtier, je ne sais pas si à Lyon, vous connaissez Ideodata, qui fait un bracelet pour sauver des vies, pour alerter les secours en mer plus rapidement. On a envoyé en effet ce bracelet à certains journalistes pour qu'ils puissent le tester la connexion qui est en train de bugger, en mer ou bien quand ils font du vélo. Le journaliste, ça lui permet de vraiment comprendre comment ça fonctionne, de se l'approprier, comment il va réserver son billet de train, comment il va tester une nouvelle appli, et le fait de le vivre lui-même, il pourra mieux en parler. Les journalistes comprennent aussi que selon le niveau de maturité de l'entreprise, ils peuvent rendre là en l'occurrence, je sais que le bracelet, on l'avait prêté à la journaliste de LCI, elle nous l'a rendu après, il n'y a pas de souci avec ça. Mais c'est vrai que c'est important de pouvoir faire tester, qu'ils vivent l'expérience de votre produit si c'est possible. Le dossier de presse, les journalistes sont fainéants, c'est moi qui le mets, mais voilà, encore une fois, je sais que certains journalistes le disent eux-mêmes un peu en rigolant, mais c'est important qu'il y ait
un dossier sur votre site quelque part en footer, que ça renvoie vers une page presse. Alors, si vous voulez pas développer une page, vous faites un Notion, un Drive, peu importe, et avec votre logo, vos communiqués, votre fact sheet, quelques visuels, là où on peut aller récupérer de la news. C'est quand même assez important. Et mine de rien, même pour le RP, enfin, je sais pas, ceux qui travaillent avec des agences, souvent, ils doivent vous demander ça, non? Des visuels, des logos, toujours la même chose qui reviennent finalement. Donc ça, c'est assez important. Les choses à ne pas faire, solliciter un journaliste pour rien, il n'a pas le temps. Il y a toujours des bonnes occasions de le contacter. Une levée de fonds, ça peut être une bonne occasion comme ça peut ne pas l'être. Et je sais que c'est un peu dur à entendre, mais une levée de fonds, il y a beaucoup d'entreprises qui lèvent des fonds. Ce n'est pas forcément la bonne accroche. Levée de fonds, ok, pour dire quoi? Pour faire quoi? Qu'est-ce qu'il y a derrière? Quelle est votre ambition? Donc, il faut aller un peu au-delà. Si c'est juste pour dire, vous avez levé 200 000, je sais que c'est important pour vous, hein, mais c'est pas la news, ça se suffit pas en tant que news. Donc, il faut aller au-delà et dire quelle est votre vision, qu'est-ce que vous voulez faire avec. Vous avez, donc, ouais, vous pouvez aller parler recrutement, nouvelle approche. Vous avez vu là, la boîte lyonnaise qui fait congé illimité, c'est un sujet RH qui est intéressant. Finalement, ça travaille les RP en talent brand. Enfin, c'est super, super intéressant. Donc, il y a d'autres angles, mais le sollicitez pas pour rien. Et puis, parfois, il y a des sujets qui ne vont pas convenir à un type de média qui, au contraire, seront bien adaptés à un autre. Veillez à quand même faire attention aux fautes d'orthographe. Et franchement, je sais que ça paraît un peu basique et maîtresse d'école, mais il y en a. Et un, c'est pas bon pour votre image. Et deux, il arrive que certains sites fassent juste des copier-coller de votre communiqué de presse. Donc, c'est dommage que la faute soit reproduite un peu, ne sera pas corrigée. Donc, en termes d'image, c'est pas de réputation, c'est pas terrible non plus, quoi. Ne harcelez pas les journalistes. Alors là, c'est un peu difficile de trouver le bon équilibre entre je veux qu'il prenne ma news, je vais l'appeler et en même temps, je veux pas trop le déranger. Donc, c'est vrai que c'est un peu compliqué. Vous pouvez en effet envoyer le CP, faire un mail de relance, éventuellement l'appeler. Moi, selon le journaliste, j'envoie un texto. Après, il faut attendre. Enfin, on va pas. De toute façon, généralement, quand on envoie un CP, tu vas attendre. Je sais pas si je l'envoie le mercredi matin, je vais attendre le jeudi midi pour faire des relances, sauf si c'est vraiment très très urgent, évidemment. Mais sinon, il faut laisser le temps au journaliste de digérer l'information, de traiter les autres informations. Entre-temps, il écrit d'autres articles. Donc, il faut lui laisser le temps aussi de revenir vers vous si l'info l'intéresse. Mais ne le harcelez pas, vous êtes blacklisté de toute façon, ça va vite le saouler. Donc, sur le communiqué de presse, on va y revenir tout à l'heure, mais n'envoyez pas un communiqué long, fouillis, on n'arrive pas à lire, il y a trop d'infos, vous lancez une appli, 2 sites en même temps, ça va pas passer. En plus, pour le coup, il va lire aussi sur son portable, hein, donc si c'est trop compliqué, la lecture sur un téléphone, c'est pas, enfin, moi, c'est pas ce que je trouve le plus agréable de toute façon, et donc vous allez perdre l'information et le fil rouge. Encore une fois, on revient au sujet du début sur les messages, les objectifs et ce que vous voulez raconter. C'est une info, point, quoi. Ça suffit largement. N'allez surtout pas dire que à Manès, French Web a pris mon sujet, je comprends pas, vous devriez le prendre finalement. Au contraire, si vous allez, un journaliste qui l'intéresse, c'est un peu d'avoir la primeur de l'information et un truc un petit peu différent. Donc si vous allez dire, un tel en a parlé, moi je comprends pas, vous devriez en parler, franchement. Non, au contraire, ça, c'est l'effet rebutant garanti, donc c'est vraiment pas la chose à faire. Je comprends qu'on a envie de dire on a été dans la presse à tel et tel endroit, mais gardez-le pour vos collègues et amis et famille, mais pas forcément pour les autres journalistes que vous allez pitcher. Le tout important, je prends l'exemple de la levée de fonds, ça ne sert à rien de dire à un journaliste dans un mois, on va annoncer une levée de fonds. Ça se trouve, dans un mois, la levée de fonds, elle va être décalée et ça ne va pas se faire, donc ça en fait pchit, ou le journaliste va oublier. C'est un peu survendre quelque chose finalement. Donc, je trouve ça, je parle de levée de fonds, hein, mais ça peut être une nouvelle fonctionnalité qui finalement va prendre du retard. Donc, le journaliste va attendre, finalement, il va être déçu. Ça va passer à la trappe, donc ça ne sert à rien. Ou trop tard,
d'aller lui dire qu'il y a un mois, vous avez lancé une nouvelle fonctionnalité qui change la vie des DAF. Ouais, c'était il y a un mois, quoi. Donc, il faut qu'on soit dans le timing, dans le tempo. Ouais, soit c'était il y a un mois, mais vous, à ce moment-là, vous ne dites pas que c'était il y a un mois et vous allez vous concentrer sur la valeur ajoutée que le service apporte, pardon. Soit vraiment, il faut être vraiment, d'où l'importance de ce calendrier. Tu vois, on parlait calendrier RP, qui soit bien calé sur le calendrier de développement, enfin les différents milestones importants de l'entreprise pour communiquer au bon moment et à la fois synchroniser le marketing, où vous allez pousser cette feature, plus des RP. Mais c'est vrai, le timing est vraiment important. Pour moi, le calendrier, il est quand même assez essentiel, quoi. Et en plus, ça force les équipes à travailler ensemble. Là, on travaille sur un calendrier qui englobe à la fois les réseaux sociaux, les RP, la com et marketing, et on essaye de créer avec une entreprise vraiment des synergies plus intelligentes pour booster la com sur certains sujets. Ça devient intéressant et l'effort d'entreprise est aussi plus sympa. Je trouve ça mobilise plus de personnes. Et en plus, souvent, les RP, c'est un sujet un peu méconnu. Beaucoup ne comprennent pas forcément à quoi ça sert. Et donc, le fait de l'imbriquer avec d'autres sujets va permettre aux autres collègues de comprendre à quoi servent les RP et ce qu'on fait et comment ça s'intègre dans le reste de l'entreprise, dans le reste de la stratégie. Encore une fois, je reviens à la façon de communiquer avec des journalistes. Pas la peine d'aller leur dire merci de relayer ça ou à faire. Non. Les journalistes sont libres, on ne va pas leur imposer de mettre un lien, on ne va pas leur imposer d'écrire ça, on ne peut pas leur imposer de relire l'article d'ailleurs. Donc voilà, une façon de communiquer qui est, comme vous, vous n'aimerez pas lire ça, donc c'est la même chose. Le zip dans un WeTransfer ou un Smash pour ceux qui connaissent la boîte lyonnaise, non, encore une fois, faciliter l'accès à l'information, donc cliquable, qui renvoie vers un Notion, un Drive, mais un truc facile. N'allez pas fourrer tout ça dans un document qui pourront pas lire de façon facile. Et donc, je venais de le mentionner, ne demandez pas à relire un article. Vous pouvez éventuellement demander à relire des citations. Je pense que ça, il n'y a pas vraiment de problème. En revanche, relire un article, non, c'est pas un publi-reportage où là, pour le coup, vous allez payer généralement assez cher en plus pour que le média écrive un article sur vous, ce qui est un peu de la pub déguisée sous couvert de RP. Là, le journaliste est libre d'écrire ce qu'il veut. Faut avoir voilà. On sait que l'information peut être aussi parfois un peu twistée, un peu déformée en fonction de l'angle qui est pris, etc. Certes, mais on n'a pas le droit de relire et encore moins de corriger ce que le journaliste veut écrire. Je passe aux influenceurs, je regarde juste l'heure. Est-ce que vous avez des questions jusqu'à présent? Est-ce que vous avez d'autres questions? Non? Ok. Donc, sur les influenceurs, je l'ai mis là dans la présentation RP parce que je trouve que c'est justement une bonne combinaison entre les deux. C'est pas vraiment des RP parce qu'on va les payer, ces influenceurs-là. Mais finalement, c'est difficile ça dépend de la nature du produit évidemment, mais de faire sans aujourd'hui. Pour moi, l'avantage de travailler avec les influenceurs, c'est un peu, si je vous dis, ouais, il y a un bar super là qui fait des cocktails sur telle thématique, c'est trop bien, vous allez avoir plus envie de le tester que si c'est du marketing bombardé sur votre site web peut-être. Donc, c'est un peu la recommandation à la bonne copine qui est plus efficace parce qu'il ne faut pas sous-évaluer en effet la force de la communauté. Moi, j'hallucinerais toujours. On avait fait avec Trendline un événement où, dans différentes villes, des personnes, des particuliers pouvaient venir rencontrer l'influenceur qui suivait, gagner des billets de train, etc. Il y avait toute une mécanique de jeu concours, mais de rencontre avec l'influenceur. Il y avait des personnes qui avaient pris des journées de congé pour venir dans chaque ville pour aller rencontrer leur influenceur qui suit. Vraiment, ça me paraît dingue. Mais il y a vraiment quelque chose de très fort avec cette communauté. Donc, c'est vraiment pas à sous-estimer, d'où la puissance du bouche à oreille et de l'effet un peu bonne copine et recommandation. Ça va augmenter
naturellement votre notoriété, du trafic. S'ils écrivent un blog, un article dans un blog, etc., ça vous permet d'avoir plus de contenu et d'enrichir votre contenu. Le risque, c'est que l'influenceur, il soit mal choisi. Encore une fois, c'est un peu comme les journalistes finalement, il faut choisir les bons journalistes pour votre sujet, les bons messages que vous voulez faire passer. Et ça peut être aussi mal pris par la communauté qui trouve que ça fait placement de produits pas naturel finalement. Sananas, là, c'est une grosse influenceuse un peu lifestyle. On l'avait contactée, elle nous avait dit non à l'époque pour les billets de train, parce que ça rentrait pas dans sa ligne éditoriale, et elle a tout à fait raison. Et en fait, elle nous a dit qu'elle s'était vue reprocher par ses followers justement de placer des produits qui lui correspondaient pas. Et donc, elle ne le fait plus. Elle choisit elle-même, en effet, les produits qui rentrent dans sa ligne éditoriale, son style de vie. Il faut que ça soit naturel. Il faut que ça s'ancre naturellement dans ce qu'elle dit dans ses pages. Donc, c'est vraiment important. Il faut aussi voir un peu si les cibles, finalement, quelles sont les cibles de ces influenceurs-là. Donc, est-ce qu'il y a vraiment c'est des vrais followers, ou est-ce que c'est des followers qui ont été achetés? Et donc, l'équilibre entre travail avec un influenceur et l'impact sur le produit est vraiment à réfléchir. Enfin, c'est important de voir, est-ce que ça sert à quelque chose d'être sur Instagram ou pas par rapport à mon service? C'est très cool d'être sur Instagram aujourd'hui, tout le monde y est. Mais si finalement mon service est peu visuel, je vais galérer pour finalement ressortir quelque chose qui marche à l'écran. Est-ce que c'est vraiment pertinent? Est-ce que c'est pas plus pertinent de choisir un autre réseau social? Donc, encore une fois, il y a la mode, la mouvance, etc. Mais il faut vraiment évaluer ce qui est le plus pertinent par rapport au public visé. Et donc, en effet, attention aux faux comptes. Vous verrez, s'il y a peu d'interaction entre l'influenceur et les followers, c'est que ça, c'est pas terrible. Mine de rien, le relationnel est quand même important aussi avec les influenceurs. C'est des personnes comme vous et moi aussi, et c'est un lien à créer avec elles pour qu'ils aient envie de parler de votre produit et de faire partie un peu d'intégrer votre service dans leur communauté. Donc, c'est important de développer ce relationnel-là. Et donc, comme je disais aussi, de choisir le bon réseau social, d'identifier les bonnes cibles. Partout, que ce soit un RP ou les influenceurs, c'est important d'avoir un brief avant. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et il est important pour l'agence ou pour l'influenceur, mais finalement, il est important pour vous. Il va vous forcer à vous poser les bonnes questions. Pourquoi? Qu'est-ce que je veux atteindre comme objectif en faisant telle et telle action? Quel message je veux faire passer? Avec les influenceurs, il faut aussi se poser la question. Et ça va vous permettre de trouver l'influenceur qui porte votre produit de la même façon que vous, avec le même ton, la même voix, en tout cas qui vous ressemble. Et c'est important de définir un cadre. Là, c'est pas un travail avec un journaliste en éditorial, il y a vraiment c'est un contrat entre les deux. Donc, envoyer un brief et signer un contrat avec l'influenceur dans lequel vous allez mettre les attentes, ce que vous attendez de lui. Là, pour le coup, vous avez le droit de relire ce qu'il a produit puisque vous lui demandez de fournir du contenu pour vous. Ça, c'est vraiment important de le cadrer. Et vérifier les chiffres avant de vous lancer. Donc, il y a des sites, en effet, qui permettent de voir ça, mais combien de partages, quel est le reach, combien d'abonnés, combien de commentaires. Voilà, vous ne lancez pas juste parce que c'est cool d'être sur les réseaux sociaux aujourd'hui, mais c'est une vraie stratégie qui est pensée derrière. N'envoyez pas de CP. Les influenceurs, ce ne sont pas des journalistes. Ils ne vont pas les lire. Donc, quand vous allez vous allez les contacter en leur expliquant ce que vous faites et pourquoi eux ou lui ou elle est pertinente et ce que vous attendez de lui. Mais un communiqué de presse, il ne va pas le reprendre. Ça n'a rien à voir. Et je trouve ça assez inefficace de se concentrer sur une seule publication. Vous pouvez le faire s'il y a un gros jeu concours, vous voulez pousser et que vous savez qu'il va avoir une belle visibilité. Mais généralement, je trouve ça plus logique qu'il y ait encore une fois ce fil rouge dans les messages et que ça s'intègre vraiment dans la vie quotidienne. Si je prends, je sais pas, moi, les billets de train, vous savez qu'un tel influenceur voyage beaucoup, que ça s'intègre finalement assez naturellement
dans sa vie et qui puisse illustrer la réservation de billets de train sur ses réseaux sociaux naturellement. Une seule publication, c'est quand même, je trouve ça assez, c'est beaucoup d'argent pour pas grand-chose finalement, le ROI, vous serez assez déçus. Les faux comptes, j'en ai parlé. L'attrait des célébrités, ça, c'est une expérience. On s'est dit, justement, on voudrait être vu par un maximum de personnes. Du coup, on va essayer de trouver une célébrité pour pousser notre message. Je parle de Trendline à l'époque. Et donc, on avait fait faire un post à Laurie Tillman parce qu'elle voyageait en Bretagne et qu'on voulait qu'elle poste un truc sur réserver ses billets de train pour partir en Bretagne, machin. C'était tellement pas naturel. Un, ça nous a coûté très cher. Et deux, elle s'est fait allumer par sa communauté. Et nous, on s'est fait allumer aussi. Parce que ça ne nous ressemblait pas. C'était pas le ton de Capitaine Trendline à l'époque, de travailler avec une ex-Miss France. Elle, ça arrivait un peu comme un cheveu sur la soupe dans son fil. Finalement, ça a été hyper contre-productif. Donc, voilà, les célébrités, c'est pas forcément... il faut peut-être plus se concentrer sur des micro-influenceurs ou des influenceurs moins connus, mais qui seront plus efficaces et plus logiques que quelqu'un de super connu. Mesurez votre impact. N'y allez pas comme ça. Justement, l'avantage de travailler avec des influenceurs, c'est qu'il y a des métriques derrière. Donc, c'est important de pouvoir mesurer le ROI derrière chaque action. Est-ce que ça a été suivi, pas suivi? Est-ce qu'il y a eu un nombre de clics, le nombre de lecteurs? Est-ce que vous pouvez vous suivre le nombre de personnes qui ont lu l'article de blog et qui ont cliqué sur le lien qui redirige vers votre site? C'est important de pouvoir mesurer quand on travaille avec les influenceurs. Delphine, par curiosité, Ouais. d'une part, combien est-ce que ça coûte comme ça un post d'une personne comme ça? Et pourquoi elle s'est fait allumer? Laurie Tillman, on a payé 5 000 € pour un post, ce qui est quand même assez cher. Okay. Enfin, je trouve ça cher. Elle s'est fait allumer parce qu'en fait, tu vois, elle a posté un truc sur je vais prendre, c'est trop cool de réserver ses billets sur online pour rentrer chez moi, voir ma famille en Bretagne. En fait, c'était pas vraiment naturel dans tout le reste par rapport à tout le reste de ses communications où elle parlait pas de ça vraiment. Donc, ça sentait vraiment le placement de produit. Et d'ailleurs, certains lui ont dit, tu pourrais mettre que c'est payé, je ne sais plus quel était le terme exactement, mais certains lui ont dit, tu devrais mettre le fait que c'est… Sponsorisé, quoi. Ouais, complètement. Et elle l'avait pas fait. Et nous, je ne sais pas si tu connais Capitaine Train, mais voilà, on n'était pas vraiment comme ça et ça faisait vraiment un peu fake. C'était pas, ça correspondait pas à notre image. Ouais, ok. Donc voilà. Merci de ta réponse. Pas de souci. Et sur le fait d'imposer son texte, donc non, tu ne peux pas l'imposer, en revanche, tu peux le contrôler. Et c'est important, et par exemple, les visuels aussi. Nous, une fois, on a eu un influenceur qui a fait un screenshot de l'appli dégueulasse qu'il a mise dans un autre post qui était, et puis c'était pas ce qu'on voulait montrer. Bon, bref, voilà. Moi, j'avais pas forcément d'expérience aussi au début avec les influenceurs. Ça se contrôle, hein. Franchement, ça se dit, voilà, nous on veut passer tel et tel visuel parce qu'on veut mettre ça en avant. Donc là, tu peux relire le texte de toute façon et proposer des visuels. Tu peux pas imposer exactement ce qu'il va écrire, mais tu peux quand même relire, soumettre des visuels. Ça me semble important. Vous payez, hein. Et enfin, il reste 10 minutes sur faire un communiqué. Bon, on en a beaucoup parlé, donc je pense que ça doit être assez… J'espère, sinon je me remets en question sur ce que je viens de dire. Mais voilà, c'est important d'apporter de l'information, une information qui donne envie d'être relayée, de commencer avec la date, où est-ce que vous êtes et le lieu. Tu vas avoir ton titre et finalement le premier paragraphe avec toutes les infos. Donc, tu peux mettre un chapeau éventuellement, mais vraiment, c'est le mode QQ s'est occupé, qui, quoi, quand, où, quand, vraiment ces informations-là essentielles, mais de tout concentrer l'information clé dans le premier paragraphe. Ensuite, c'est un peu en mode entonnoir finalement, hein. Tu vas affiner le détail d'information dans le communiqué sans tout donner. Le but d'un communiqué de presse, c'est quand même de donner de l'information, mais aussi de donner envie aux journalistes de creuser et éventuellement de déclencher des interviews. Donc, il faut aussi savoir jauger ce que tu mets dans ton CP. C'est important d'avoir des citations de vous seul si c'est
sur votre entreprise. Si c'est un partenariat, si c'est l'arrivée, ça peut être citation des différentes parties. Et donc, ce que j'appelle ce paragraphe annexe, qui est vraiment le boilerplate à la fin. La citation, c'est le porte-parole. Et sur le porte-parole, je n'ai pas fait de point particulier, mais c'est important qu'il y en ait un seul. Éventuellement 2 si vous allez dans de la presse très tech et que votre CTO, ou je sais pas, chef de recherche ou quoi, enfin peu importe, peut prendre la parole sur des sujets très pointus. Mais sinon, c'est important que vous ayez un seul porte-parole bien identifié, bien entraîné, pour éviter de brouiller les pistes et qu'on ne sache plus qui est le visage de l'entreprise finalement. Donc ça, et c'est pas forcément le CEO, hein, si vous pensez que le CEO n'est pas la bonne personne, mais que, bon, c'est généralement pas le dire comme non plus, mais si vous identifiez une personne assez haut placée, parce que les journalistes sont quand même très respectueux de la hiérarchie, et qui est peerable, on dit, qui se vient à la presse, pourquoi pas. Donc à réfléchir, mais avant de lancer la presse, c'est important de bien définir qui va parler et ce qu'il va dire, et bien l'entraîner aussi, et de se préparer à répondre à toutes les questions possibles. Donc c'est pas commercial, encore une fois, si vous lancez des cartes cadeaux avec une promo sur les cartes cadeaux, c'est du marketing, c'est pas de la com. En revanche, si vous lancez des cartes cadeaux et que c'est nouveau, je sais pas moi, je sais même pas trop cartes cadeaux, mais si vous lancez un nouveau format de consommation d'un service, ça peut être une news. Si c'est une promo via des cadeaux, c'est du marketing, c'est du commercial. Donc c'est pas, et puis on oublie un peu les superlatifs, la meilleure offre adaptée pour vous parents. Le consommateur ou le journaliste va se faire sa propre avis si c'est la meilleure offre, vous fournissez de l'information. C'est important qu'il y ait, si vous mettez en avant le lancement d'une nouvelle app, le lien finalement vers cette appli pour pouvoir la télécharger et être testée encore une fois. Vous pouvez l'envoyer aux journalistes. Par contre, attention au timing. Déjà, j'envoie jamais de CP le lundi, et encore moins le lundi matin, parce qu'il y a toutes les réunions avec les rédac chefs, ni le vendredi. Moi, je trouve que c'est plus pertinent mardi, mercredi, jeudi, sachant que le jeudi, après, vous devez faire les rances. Donc, attention, enfin voilà, le mercredi, c'est quand même bien. Ça ne sert à rien d'envoyer un CP à 17h qui va être noyé et que le lendemain matin, le journaliste va peut-être pas forcément le voir noyé dans les autres mails. Donc, envoyer un CP un mardi à 10h ou à 14h, c'est très bien. Passer 16h, 17h, c'est un peu plus compliqué. Faites un communiqué cliquable et pas forcément PDF, encore une fois, facile à utiliser, et avoir ce fameux kit presse. C'est pas forcément un dossier de presse avec 50 pages, mais les informations clés qui peuvent donner des informations pertinentes et aider le journaliste à comprendre ce que vous faites et à nourrir son article. Voilà, je suis allée assez vite, il reste pas des masses de temps, mais comme ça, on a 7-8 minutes pour les questions. Est-ce que c'est clair? Est-ce que ça vous a servi? Pas du tout, je suis ouverte aux critiques. Si vous avez des questions, allez-y. Ça a répondu à vos attentes? Oui, pour moi en tout cas. Merci. Pour moi, entièrement aussi. Merci beaucoup, Delphine. Moi aussi, Delphine, Ok. très intéressant. Merci. Non, pas de souci. Je n'avais pas le temps en début d'atelier de faire un tour de table de vos attentes. C'est ce que je fais généralement au début. Donc voilà, d'où ma question là maintenant. C'est important si vous avez des questions en suspens ou par rapport à une expérience vécue ou à vivre bientôt, j'ai une question là, de le signaler.